Avant tout, je voudrais remercier le président du CAUE, Yvan Verdier, qui est donc avec nous ce soir et qui va juste nous souhaiter un petit mot de bienvenue avant que je vous parle plus longuement enfin, que je termine mon petit mot d'introduction sur Monsieur Viard. Bon, merci. Alors, elle m'a présenté, Yvan Verdier, président du CAUE. Alors, je ne vais pas vous faire un long discours, moi, parce que ce n'est pas mon but. C'est avec un grand plaisir que je suis venu. Parce que j'ai écouté M. Jean Viard il y a quelques mois au pont du Gard, et j'avais beaucoup apprécié son franc-parler, et il avait l'art et la manière, je veux me permettre de dire, de pouvoir hérisser les élus. Alors, c'est vrai, mais c'est bien, parce que quelquefois, j'aime bien qu'on ait du tonus. Et il l'a fait, et alors, c'est pour cette raison que ce soir, je suis revenu vous voir, voyez. Alors, merci, je vais en rester là, et puis, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, mais je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis j'espère vous revoir dans quelques jours. Merci. Alors, en quelques mots d'introduction sur Jean Viard, donc docteur en économie et en sociologie, ancien élève d'Edgar Morin, sociologue et philosophe dont nous vous invitons à découvrir les livres si vous ne les connaissez pas. Alors après, au niveau des activités, je disais à Jean Viard, je me demande bien comment vous faites, parce que il y en a énormément. Directeur de recherche en sociologie au CNRS et à Sciences Po Paris, donc le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Jean Viard crée et dirige les éditions de l'Aube je ne vais pas le prononcer à la méridionale, depuis 1987, donc ils sont situés à la Tour d'Aigues, dans le Vaucluse. C'est une maison d'édition engagée et passionnée, donc qui propose des essais politiques, sciences humaines, questions territoriales, etc. Alors, Jean Viard est également un jeune élu, puisqu'il est très engagé politiquement, membre du groupe socialiste, conseiller municipal de Marseille, donc c'était l'équipe Faire gagner Marseille, vice-président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, chargé de l'évaluation des politiques publiques communautaires et au réaménagement du Vieux-Port. Mais ce n'est qu'un début. Vous n'allez pas tout dire. Si. Chroniqueur au JDD, descripteur 2012 du Nouvel Obs Plus. Il intervient également pour le magazine Polka et le magazine 28 minutes sur Arte. Les sujets principaux d'études sont l'espace, l'aménagement du territoire, l'agriculture, la paysannerie, les temps sociaux, donc là je pense qu'on va en parler, le temps des loisirs, les vacances et 35 heures, la mobilité et la politique. Mais en plus de cela, Jean Viard est bien entendu écrivain. Donc son dernier ouvrage, c'est Nouveau portrait de la France, la société des modes de vie. Donc vous l'avez ici si vous voulez le consulter. Vous en avez apporté des exemples? Non. Bon. D'accord. Ce dernier livre a fait l'objet a initié d'importants débats. Et sinon, alors, une quantité d'ouvrages, je vais balayer très rapidement parce qu'ils sont tellement nombreux, je ne vais pas tous les citer. La campagne inventée, la dérive des territoires, Penser les vacances, le tiers-espace ou la nature entre ville et campagne, la France de demain vue par les lycéens d'aujourd'hui, la société d'archipel, Marseille, une ville impossible, on verra si elle l'est toujours. Le tropisme des rivages, au bonheur des campagnes, pourquoi les travailleurs votent Front National? Oui, ça c'est un sujet d'actualité. Court traité sur les vacances, les voyages et l'hospitalité des lieux. Au bonheur des campagnes, l'archipel paysan, le sacre du temps libre, la société des 35 heures, la République du 5 mai. Je vais bientôt m'arrêter parce qu'il y en a tellement. Oui, allez. Mais être soi, mais ensemble, l'individu et la mondialisation. Ça, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent dans les conférences. L'éloge de la mobilité, essai sur le capital temps libre et la valeur travail. Ce que régions veulent dire, réponse au rapport Balladur. Fragment d'identité française. Lettre aux paysans et aux autres sur un monde durable. Nouveau portrait de la France, la société des modes de vie. Bon, j'arrête là parce qu'il y en a tellement. Comment faites-vous ? Le problème, c'est que j'ai plus de 60 ans, alors c'est sûr, vous décrivez une carrière longue, alors.
Voilà, je vous laisse la parole. Parfait. Non, merci. Non, mais ce que je fais, c'est que tout ça, d'abord, c'est dans le temps, et puis les choses sont complémentaires, parce que ma façon de travailler, c'est beaucoup d'aller parler aux uns et aux autres. Je veux dire, j'apprends beaucoup dans ces déplacements. Donc, les choses ne sont pas aussi énormes que vous le présentez comme ça. Et en fait, c'est vrai que je suis d'abord chercheur, je veux dire. C'est vrai que je me suis fait élire à Marseille pour 2 raisons, mais je fermerai la parenthèse. C'était parce que je voulais transformer le centre-ville, ça c'est fait. Et j'ai pu transformer le vieux port, etc. Et ça, en 4 ans, pouvoir changer un centre-ville comme ça, c'était impossible. Ça s'est fait. Et puis, je voulais que Marseille ait une sénatrice musulmane. Je trouvais que c'était quand même normal qu'il y ait un grand élu d'origine musulmane. Et donc, je suis venu sur ces 2 projets qui ont été réalisés. Donc, voilà. Pour la politique, c'était bien. Passons. Non, mais moi, je suis donc chercheur. Et si vous voulez, ce que je voudrais essayer de vous dire aujourd'hui, moi, au fond, j'essaye de comprendre les changements de cette société. Je ne vais pas vous parler de la crise, etc. On pourra y venir. Mais j'essaye de comprendre les changements de cette société. C'est une société que j'aime beaucoup. Je trouve extrêmement créatrice, très pessimiste. On perd, surtout la France, hein, vous savez qu'on est le pays le plus pessimiste au monde. Moi, quand je vois les classements internationaux et qu'on a moins confiance dans notre avenir que les Afghans et les Maliens, je me dis quand même qu'il doit y avoir un problème dans l'imaginaire collectif. Mais donc on est un pays très pessimiste et en même temps, la société change à une vitesse fulgurante et je ne suis pas toujours sûr qu'on comprend bien. Alors, ce changement, et c'est ça dont je vais parler. Je vais parler de 3 choses, en fait. Je vais parler de ce qui me semble marquer le changement dans notre société. L'espérance de vie, le fait qu'on ait rajouté une génération, etc. Après, j'essaierai de dire qu'est-ce que ça change au fond en rapport à la ville. Et puis à la fin, je ferai quelques remarques sur la difficulté du politique à suivre ces différents sujets. Si vous voulez, parce que moi, si je vous donne comme ça pour vous appâter quelques chiffres, moi, il y a des chiffres qui me semblent majeurs. Le premier, c'est que 53% des bébés naissent hors mariage. L'idée qu'en 2 générations, le mariage, qui était le cadre des civilisations, n'est plus le cadre, et qu'on n'en ait pas tellement parlé, je trouve que c'est un changement absolument fulgurant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire au XXe siècle, on a allongé la vie de 40%. On a augmenté la vie des hommes en moyenne de 200 000 heures sur une vie qui était de 500 000 heures en 1900, elle est de 700 000 heures aujourd'hui. Nos enfants vivront, sauf catastrophe, 800 000 heures. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ça qu'on retiendra. C'est le moment où on est arrivé à cette civilisation des vies complètes dont parlait Jean Fourastier, pour ceux qui se rappellent, cet économiste qui a été important, et qui parlait beaucoup de la civilisation des vies complètes. On est en train de le faire, avec des inégalités, bien entendu. Mais la moyenne d'espérance de vie sur la planète est quand même passée de 59 ans à 69 ans sur les 30 dernières années. Chez nous, c'est beaucoup plus. Mais donc là, ça me semble un événement absolument gigantesque. Et puis, pour donner comme ça quelques chiffres en entrée de jeu, le part de la société dans nos civilisations, il y a 12% des heures qui sont consacrées au travail. Et si vous voulez, ça c'est la moyenne européenne. Si vous prenez le nombre d'heures vécues en Europe et le nombre d'heures consacrées au travail, il y en a 12% qui sont consacrées au travail. En 1900, il y en avait 40%. Napoléon disait souvent, l'ouvrier peut travailler tous les jours puisqu'il mange tous les jours. C'était son slogan politique. Je veux dire, on ne se rend même pas compte de ça. Et la journée était de 12 heures, je vous rappelle, jusqu'en 1848. Le dimanche n'est férié que depuis 1906. Alors, il y avait eu au 19e des gens qui l'avaient, etc. Mais on a oublié ces choses-là. La révolution industrielle, après, quand on voit ce qui se passe en Chine, je viens de publier un livre tout à fait passionnant sur les usines en Chine, ça n'a quand même, c'est à peu près, mais c'est moins pire que ce qu'on a connu en Europe au 19e siècle. L'industrialisation entraîne des bouleversements gigantesques. Alors, quelques chiffres comme ça, vous gagnez 6 heures de vie par jour en ce moment, et vous dormez 3 heures de moins que vos grands-parents. Ça veut dire que vous avez des journées qui ont 9 heures de plus. Bon, dit comme ça a l'air absurde, mais non, c'est pas absurde. Et on perd ses parents à 63 ans. Et ça, je pense que c'est un chiffre important dans la transmission des cultures, parce que ça veut dire qu'en réalité, la plupart du temps, on hérite quand on a la retraite. Et donc, on investit dans le loisir. Et puis, ça veut dire aussi qu'on voit nos parents à peu près 20 ans de plus que ce que les générations précédentes ont vu leurs propres parents. Et que donc, vous pouvez, moi, mes petits-enfants, ils connaissent mon père qui n'est pas mort, qui a 94 ans, et qui leur parle de juste après la guerre de 14. Il est né en 20. Donc lui, la guerre de 14, c'était son enfance. Les transmissions culturelles s'allongent et les bouleversements techniques s'accélèrent. Et là, on est dans une contradiction absolument phénoménale. Vous savez qu'il y a 2,3 milliards d'hommes qui sont connectés avec cet appareil. 2,3 milliards. On est passé en 10 ans d'1 million d'ordinateurs à 1 milliard d'ordinateurs.
C'est-à-dire on est là sur des processus d'accélération technologique, etc., qui posent des tas de problèmes, mais qui sont fulgurants. Et en même temps, cet allongement de la vie, etc. Alors il y a un chiffre que j'aime bien donner parce qu'il fait toujours rire, c'est qu'en moyenne, on fait 6000 fois l'amour en ce moment en Europe pour produire 2 enfants. Nos grands-parents faisaient 1000 fois l'amour pour en faire 8. Donc ça aussi, ça veut dire que dans une des choses les plus intimes de la vie, ça a bouleversé les couples, l'érotisme. On a démocratisé l'érotisme, qui était une activité aristocratique. Donc, si vous voulez, c'est quand même un changement avec toutes les conséquences que ça a, les films porno, etc. Je ne fais pas l'éloge des choses. J'essaie de dire il y a des changements phénoménaux. Au fond, on n'a pas forcément pris conscience de ça. C'est pour ça, quand je parle de société des modes de vie, ce qui est le sous-titre de mon dernier livre, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est en fait la qualité de vie d'une société, c'est la qualité de vie d'un territoire, c'est le fait que les gens soient heureux qui va attirer le développement économique. Et si vous voulez, ça, c'est le fond de ma réflexion. Pendant longtemps, ça a marché dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on trouvait des mines, on mettait des usines, on attirait, les hommes venaient parce qu'il y avait du travail, on construisait des villes autour, etc. C'était le hard qui attirait le soft. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est en grande partie, alors toujours il faut être prudent, il ne faut pas être trop schématique, mais en grande partie, c'est les grands territoires mis en valeur par le tourisme, les grands territoires mis en désir par notre imaginaire moderne, artistique, culturel, qui attirent les hommes et les hommes attirent les entreprises. Et on voit bien comment dans cette région c'est caractéristique. C'est pour ça qu'il y a tant de chômage d'ailleurs, parce qu'il y a du chômage local et du chômage d'arrivée. Il y a des gens qui viennent. Vous savez qu'il y a 120 000 Français qui s'installent entre Perpignan et Nice tous les ans. 120 000 par an qui arrivent. Si vous calculez en nombre de TGV de 700 places, vous voyez le nombre de TGV qui remonte à vide. C'est quand même absolument considérable. En 10 ans, c'est autant que les pieds noirs d'Algérie. Donc c'est pour donner des chiffres, et ces populations qui arrivent chez nous, puisque moi je suis de l'autre côté, donc nous le Sud, c'est moitié des retraités aisés, donc qui amènent du revenu, et moitié des jeunes couples assez bien formés techniquement, qui renouvellent le marché du travail et qui font des concurrences aussi avec les enfants du pays, souvent moins bien formés. Mais c'est des bouleversements massifs. C'est 120 000 habitants, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Nîmes, mais ça doit être à peu près, peut-être un peu plus grand que ça quand même. Mais en fait, c'est à peu près une ville de la taille d'Avignon, on va dire. Donc, je crois qu'il faut... Non, à peu près, non? Bon, je sais pas, en gros, hein. Non, mais voilà. C'est ça que je veux dire. Le fond de ma réflexion, c'est ça. Et essayer de comprendre ce type de société. Alors, si vous voulez, je vais déployer évidemment ces idées, là je vous les donne en vrac, mais c'est juste pour vous montrer les chiffres que j'utilise et le regard que j'ai sur cette société, avec l'idée, si vous voulez, qu'une société où la vie s'allonge et où les femmes peuvent à peu près faire le nombre d'enfants qu'elles veulent, n'est pas une société qui se détruit. C'est quand même les deux fondamentaux de la gestion d'une société, c'est la vie et c'est l'enfantement. Et la France, pour ça, est un des pays les plus équilibrés au monde. Et c'est pour ça, quand j'entends beaucoup de discours, etc., je trouve qu'on oublie de dire qu'on a un modèle social qui permet cet allongement de la vie, qui pose des problèmes de renouvellement des hôpitaux. C'est vrai qu'un ouvrier vit 7 ans de moins qu'un instituteur, etc. Tout ça est vrai. Mais n'empêche que, d'abord, ils vivent tous les deux beaucoup plus longtemps que n'ont vécu leurs parents et leurs grands-parents. Mais en plus, on est effectivement dans ce type de transformation. Et je pense qu'on n'a pas bien adapté. Concrètement, on a gagné 21 ans d'espérance de vie depuis la guerre. C'est une génération. On est passé d'une société 3 générations à une société 4 générations. Alors forcément, ça bouleverse complètement la société, y compris en termes d'équilibre économique, évidemment. Et alors j'en parlais avec l'ancien ministre du Travail de Sarkozy, Bertrand. Une fois, il m'avait invité à venir le voir. Je lui dis, vous êtes quand même incroyable, vous aviez un argument génial. C'était de dire qu'on perdait ses parents à 63 ans, pour montrer que la retraite à 60 ans, c'est quand même plus complètement possible, etc. Et alors il me dit, oh, ben, je ne l'avais pas vu. Je dis, oui, mais je n'allais quand même pas vous donner l'information. Mais c'est pour dire qu'effectivement, ces bouleversements-là, ils sont gigantesques. Alors on peut trouver, il y a des déséquilibres, etc. et tout ça, mais les chiffres, c'est pas moi qui les invente, c'est les études statistiques de l'INSEE. Et donc je pense qu'il faut les comprendre dans leurs évolutions. En soi, ils n'ont pas de sens, mais c'est le mouvement qui est intéressant. C'est-à-dire, au fond, de se dire, si vous voulez, que depuis la guerre, on a multiplié le PIB par 4, et puis la vie a augmenté, donc de 40% sur le siècle, ce qui fait que très paradoxalement, on est dans une société de course de vitesse, parce qu'au fond, la vie n'a augmenté que de 40%. Et le PIB a été multiplié par 4. Le nombre de choses qu'on peut faire, le nombre d'activités, le nombre de voyages, le nombre de livres qu'on ne lira jamais, qu'on ne verra jamais, et augmente beaucoup plus vite. Et donc, très curieusement, dans cette société où la richesse collective, alors pas forcément de tous les individus évidemment, a autant augmenté, où la vie a autant augmenté, la grande plainte des gens, c'est qu'il manque de temps. Et donc, on rentre dans une civilisation des vies complètes avec un sentiment du temps extrêmement rare. Et c'est cette contradiction qui est tout à fait intéressante à comprendre et qui vient en partie du fait
que les gens font une multitude de choses. Le temps de trajet domicile-travail n'augmente pas. Donc c'est pas là que se perd le temps, même s'il s'en perd une certaine partie. Et donc, si vous voulez, c'est pour dire qu'on est dans une société où on ne se rend pas compte. Le nombre de choses que ne faisaient pas nos anciens, que ne faisaient pas les générations précédentes, que ce soit la télévision, etc. Et donc je crois qu'il faut voir ce mouvement, parce que si on ne voit pas ce mouvement, on a des discours d'échecs qui sont beaucoup plus du niveau de la représentation que d'un certain nombre de réalités. Et donc on est dans une crise de la représentation, on est dans une crise du politique tout à fait manifeste, y compris au-delà pour d'autres raisons aussi, bien sûr, mais je crois qu'il faut avoir ces chiffres. Alors, je vais vous donner... Et puis, là-dedans, je voudrais dire aussi en introduction que ce qui est fondamental, c'est que ce qui a beaucoup changé, c'est la place du temps libre dans la société. Et si vous voulez, quand vous prenez... par exemple, au début du siècle, on travaillait 70% de sa vie éveillée. Donc le travail était la vie même, d'une certaine façon. Nous, on travaille pour avoir droit à la retraite en France, il faut cotiser 63 000 heures. C'est le minimum pour avoir droit à la retraite. La vie dure en moyenne 700 000 heures. Donc on est autour de 10% pour ceux qui travaillent en continu de travail. C'est évidemment, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de temps libre que de temps de travail. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que les équilibres à ce niveau-là ont été complètement bousculés, ce qui veut dire aussi que les codes sociaux, les valeurs, les normes sont aujourd'hui beaucoup plus produites par le temps libre, par la télévision, par le tourisme, etc., que par la culture du travail elle-même, qui a été structurante de nos valeurs jusqu'aux années 70, parce qu'au fond, jusqu'à la fin des années 70, le monde du travail, sa culture, son territoire, les quartiers rouges, les quartiers paysans, tout ça, c'était le cœur de la société. Et nous, je pense qu'un des grands problèmes, c'est que c'est ça qui a changé. Alors, pour vous faire atterrir, quelques chiffres, donc, quelques-uns. Donc, vous vivez 700 000 heures. C'est la durée moyenne de vie en ce moment en France. Je préfère le dire en heures parce que ça ne fait pas qu'on ne représente pas une vieille personne, c'est une quantité. Bon. C'est 700 000 heures, vous allez en passer 300 000 heures à dormir, 70 000 heures à travailler, 25 à 30 000 heures à faire des études, il y a évidemment des écarts importants. Ça veut dire qu'en gros, quand vous avez fini de dormir et de travailler et d'étudier, ben, il vous reste 300 000 heures. C'est absolument considérable. Alors, heureusement, on a inventé la télévision. On va en passer 100 000 devant la télévision. Donc, ça réduit, évidemment, la masse de temps disponible d'une façon considérable. Mais ces chiffres, vous voyez, c'est quand même intéressant de se les poser parce que 100 000 heures qu'on passe devant la télé, c'est exactement l'augmentation de l'espérance de vie depuis l'invention de la télévision. C'est-à-dire, depuis qu'on a inventé la télé, tout le temps gagné de vie, on le passe devant le poste. Ce qui veut dire aussi que la télé ne prend pas vraiment sur le lien social, elle prend sur ce qu'on a gagné. C'est pour ça que si on ne voit pas les phénomènes en évolution, on ne comprend pas comment fonctionnent ces sociétés. Et encore aujourd'hui, vous gagnez 6 heures de vie dans la journée. Voilà, donc c'est sûr que ces processus-là sont des processus qui bouleversent fondamentalement les sociétés développées et en partie les autres. Bon. Donc, gardez un peu ces chiffres d'espérance de vie parce que ce qui me semble fondamental, c'est que plus la vie est longue, plus on la vit par étapes courtes. C'est ce paradoxe qui est intéressant. Parce que plus la vie est longue, plus vous avez une chance vous pouvez retenter votre chance. Vous pouvez retenter votre chance en amour, vous pouvez déménager, vous pouvez retenter votre chance au travail, si tant est qu'il y a du travail. Donc votre capacité à changer augmente. Dans la vie beaucoup plus courte qu'il y avait avant, le but c'était d'installer les enfants avant de mourir. À la campagne, on disait, même encore dans les années 50, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. Mais ça, c'est l'après-guerre. Et nous, nous, effectivement, on se dit qu'on peut retenter, le couple ne marche pas, un mariage sur 2 est défait dans les 5 premières années. Moi, je suis célibataire, donc vous êtes là dans des processus, si vous voulez, où effectivement cette discontinuité, alors c'est moins vrai évidemment dans la sphère du travail depuis qu'il y a la crise, parce que très paradoxalement, dans la sphère du travail, la durée moyenne des CDI, et qui était de 8 ans et 6 mois il y a 25 ans, est maintenant de 11 ans et 2 mois. C'est-à-dire ceux qui ont des CDI se calfeutrent dans leur boulot, et ceux qui n'ont pas d'emploi se heurtent contre la porte. Donc on est là dans une rupture à l'intérieur du monde du travail. Mais il est clair que s'il y avait moins de chômage, les gens changeraient plus facilement d'entreprise, ce qui n'est évidemment pas le cas en ce moment. Donc je crois qu'il faut se dire une vie beaucoup plus longue, avec des périodes beaucoup plus courtes qui se succèdent, des changements beaucoup plus importants, tous les problèmes des familles recomposées, etc., qu'on a encore du mal. Vous savez qu'il y a par exemple 1 500 000 femmes seules avec enfants. Ça fait 4 millions de personnes dans cette société, c'est une des conséquences de ça. Il y a 3 millions d'enfants qui changent tous les week-ends de maison entre les 2 parents. C'est-à-dire que c'est des masses absolument considérables. Quand on discute, par exemple, de la journée de 4 jours et demi et tout, pour moi, c'est la première question. Comment on construit des enfants qui ont 2 maisons ?
Comment on fait? L'école doit s'adapter à cette évolution, parce que c'est des millions d'enfants, dont d'ailleurs beaucoup ne voient pas leur père. Donc c'est en plus compliqué de voir comment on construit ces choses-là. Mais quand vous regardez les quartiers les plus défavorisés, à Marseille, 25% des logements sont occupés par des femmes seules avec enfants dans les quartiers nord. 25%. C'est le cœur de la pauvreté, plus que l'immigration, etc. Et tout. C'est d'abord des femmes seules avec enfants qui ont des revenus disqualifiés, qui courent à droite à gauche pour faire des sous, des gamins moins contrôlés. Je pense qu'une partie des gosses qui surveillent le trafic de hache, et il n'y a personne à la maison. Donc tout ça fait système. Bon. Et donc il y a là des processus de déstructuration. Mais retenons de ça qu'au fond, le temps est notre nouvelle frontière. Et je crois que, si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. Les sociétés ont fonctionné avec des frontières qui étaient d'abord spatiales. Et nous, au fond, on a conquis la planète en entier. On la voit tous les jours. On ne va plus conquérir la Belgique, ça serait ridicule, encore qu'il y ait une opportunité avec la bataille avec les Flamands. Louis XIV l'aurait saisi. Mais nous, on ne va pas aller conquérir la Belgique, ça n'a plus de sens. Donc, mais par contre, le temps, oui. Allonger la vie, vivre en bonne santé, la question de la santé qui est omniprésente dans les sociétés, la bataille pour protéger la sécurité sociale, etc., c'est évidemment des enjeux essentiels, parce que là où on peut gagner, c'est sur le temps. Et ce temps, on va l'accélérer pour le multiplier. Donc on va devenir, François Hacher parlait toujours de société multitexte, c'est-à-dire qu'effectivement, on conduit sa voiture, on répond au téléphone, on écoute la radio, on va faire plusieurs choses en même temps, et on va essayer non seulement de vivre nos 700 000 heures toutes, parce qu'on a à peu près, évidemment, de les avoir toutes, mais en plus de faire plusieurs choses en même temps, de raccourcir les durées des rendez-vous, de faire des livres. Moi, en tant qu'éditeur, ça m'amuse, même sur 30 ans, quand j'ai commencé à faire l'édition d'Actes Sud dans les années 70, c'était encore l'époque où un livre en date devait faire plus de 200 pages. Aujourd'hui, ce qu'on vend très bien, c'est les livres de 60 pages et les livres de 500 pages. C'est-à-dire qu'il y a ou le livre 1h30 de lecture, 1 heure, ou le livre où on rentre dedans pendant un mois de vacances, on rentre dans un énorme bouquin, on relit Tolstoï, je ne sais pas, ou alors on lit Hessel, qui fait effectivement 60 pages et encore, parce qu'on l'avait écrit gros. Bon. Donc on est là dans ces sociétés, mais c'est vrai sur tous les objets, ces problèmes de vitesse, de durée, de façon de se nourrir, etc. Bon, je crois que le temps est notre nouvelle frontière, et ce qui est caractéristique de cette société, où au fond on a beaucoup plus de temps, c'est que petit, on s'est approprié le temps. Le temps est à moi. Parce que le temps, dans plein de sociétés, appartient à Dieu. En France, jusqu'à 1789, le temps appartenait à Dieu. Et donc c'était le légitime propriétaire du temps. Et d'ailleurs, quand Constantin a installé le christianisme dans l'Empire romain, il a eu la gentillesse de dispenser les pauvres de repos. C'est sa première bulle. Parce que si les pauvres n'avaient pas été dispensés de repos, ils n'auraient plus pu travailler pour les autres. Donc c'était évidemment une société complètement à l'envers. Et ça a été une décision mûrement réfléchie. Mais vous le voyez encore dans certaines cultures où les gens vous disent « le temps, on attend ». Et puis nous, après, on a donné le temps au travail. C'est ça la révolution industrielle. C'est notre culture politique est encore construite sur ces valeurs du XIXe siècle où, au fond, le temps et le travail, c'est quasiment la même chose. Le travail des hommes s'entend. Parce que cette société était une société du travail salarié masculin. Les femmes, c'est pas qu'elles ne faisaient rien, mais elles n'étaient massivement pas directement dans la sphère salariée ou pas en continu. Et nous, le temps est à nous. On a privatisé le temps. Chacun d'entre nous considère que c'est son temps. On n'accepte plus d'attendre à un comptoir, on n'accepte plus d'attendre dans un commerce, dans un service. Et au fond, si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas parce que le temps est à moi, j'en fais ce que je veux. Il y a des aides sociales qui font que... Bon. Donc il ne faut pas se cacher ce bouleversement profond de la propriété du temps. Je pense que c'est un changement énorme. C'est que souvent dans les entreprises, moi j'y travaille beaucoup, parce qu'on travaille par exemple sur le fait que les gens n'acceptent plus d'attendre. On ne peut plus leur faire perdre leur temps. Donc, par exemple, il faut en permanence créer des événements, mettre des tableaux à regarder, mettre une télé. Vous allez chez le coiffeur, il y a une télé avec des filles bimbo qui dansent en attendant qu'on vous coupe les cheveux. C'est-à-dire, on vous donne le sentiment que, en fait, c'est vous qui choisissez d'attendre pour regarder ça, alors qu'évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, en permanence, on vous donne le sentiment que vous choisissez ce que vous faites de votre temps. Et c'est évidemment un bouleversement tout à fait essentiel. Et dans cette société du temps aussi long, évidemment, une des choses qu'on fait le plus, c'est de se déplacer. Soit de manière virtuelle, soit de manière réelle. Et plus on a eu du temps, plus on s'est déplacé. Actuellement, nous, on est à 45 km par jour et par Français de plus de 6 ans, en moyenne, avec des pieds d'immeuble à un bout. Nicolas Sarkozy a fait 700 km jour pendant son septennat. Donc c'est des écarts. Et j'ai vu que le président Hollande aime beaucoup l'avion présidentiel aussi. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup baissé les moyennes. Mais donc on est là dans des ruptures, des déséquilibres entre groupes sociaux, entre générations, etc., qui sont extrêmement importantes. Mais fondamentalement, ce temps long a accéléré une société de la mobilité au fil de la vie, au fil de la journée, au fil évidemment des saisons, avec le tourisme, etc. Et la société est entrée progressivement en mobilité.
Vous savez que cette année, il y a 1 milliard de gens qui ont franchi une frontière. 1 milliard, avec un visa touristique. En 1968, il y en avait eu 60 millions. Donc on est passé de 60 millions de touristes internationaux à 1 milliard. C'est tellement... Alors après, ça pose des problèmes écologiques, les avions, etc. Mais regardez comment on fait des commandes d'avions, ils vous achètent ça comme des bus maintenant. Le type pareil, il vous achète 400 Boeing, quoi, ou 400 Airbus. Bon, c'est vrai, c'est comme les bus, quoi. Bon. On est là dans des processus, mais qui sont en train de changer profondément nos cultures, parce que, évidemment, c'est plus du tout la même échelle, quoi. Et on n'en fait que rentrer là-dedans. Il y a eu 500 000 Chinois qui ont visité la France l'année dernière. On va être très très vite à 5, 10, 20 millions. Donc on est là dans des processus qui ne sont qu'émergents. Il y a 60 millions de touristes en Inde. Ils sont, je ne sais pas, 1 milliard 200 millions. Donc on voit bien qu'on est dans des processus, notamment en Asie, qui font que ces mobilités sont émergentes dans ces sociétés. Les Américains font 70 km par jour, dont 35 en avion. C'est quand même extraordinaire. Alors que nous, il y a encore un Français sur deux qui n'a jamais pris l'avion. Donc on est encore dans des hubs. Et le taux de gens qui ont pris l'avion en France, c'est un chiffre que j'ai vu hier, j'adore les chiffres, c'est le même nombre de Français qui avaient pris le train en 1860. C'est-à-dire que le nombre de gens qui ont pris l'avion, c'est exactement la même place dans les déplacements que le train en 1860. C'est-à-dire à quel point, sauf des problèmes écologiques, la logique de l'avion est totalement exponentielle. Et ça veut dire encore augmentation des voyages internationaux, des déplacements. En France, il y a 180 millions de départs en vacances des Français, consommés par 60% des Français, avec 40% qui n'ont pas accès. Mais c'est déjà, il y a 180 millions de départs en vacances. On le voit bien dans toutes nos régions. Donc la mobilité est, à mon avis, la nouvelle culture de cette société du temps long. Et dans cette mobilité, le lieu central, c'est le logement. C'est ça qui est très particulier. C'est que, si vous voulez, le lien social... On s'est privatisé le temps, on a privatisé le temps, et on a rentré le lien social dans le logement. Pourquoi est-ce que 53% des Français ont un jardin? Pourquoi on se bat tous pour avoir un point d'eau, un chien, de la verdure? Parce qu'on y reçoit nos copains, parce qu'on sait, j'appelle ça une société du barbecue. Il y a cette société, effectivement, du lien social souple, des copains, des parrains, les anniversaires. Regardez les anniversaires des enfants, quel phénomène de société absolument majeur. Il y a beaucoup plus de monde qu'à la messe aux anniversaires. Et donc, et puis si vous n'y allez pas, les ballons qu'on met au coin de la rue pour signaler à tout le quartier, enfin bon. Mais ça, c'est le privilège des gens qui ont des jardins, parce que dans les immeubles urbains en hauteur, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Donc là, je pense, vous voulez, qu'il y a ce couple, temps plus long, mobilité et rôle absolument central du logement, qui fait qu'une grande partie des gens, ils habitent leur logement, ils n'habitent plus forcément un territoire. Ils ont acheté une maison, ils ne savent pas forcément où elle est, c'est parce que cette maison, effectivement, c'est un art de vivre, et puis ils vont circuler en voiture, avec leurs 2 voitures. Et ils n'ont pas forcément un lieu, ils ont un logement, pour une partie de la société. Et puis les pauvres, on les stocke en hauteur, parce qu'évidemment, ça coûte moins cher. Et c'est tout le problème de nos quartiers. Et on voit la hauteur des pauvres, les halls d'immeubles qui nous posent problème, parce que les pauvres veulent sortir de leurs immeubles, ce qui est quand même un peu compliqué. Et donc, on a là ces batailles sur les halls d'immeubles, enfin, bon, tous ces discours qu'on a pu entendre pendant la dernière période. Heureusement, on les entend un peu moins. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien cette société qui a un double rapport à la spatialité et qui renvoie d'ailleurs à la ville, parce qu'il y a ceux qui sortent de la ville et ceux qui n'en sortent jamais. Et ceux qui ont des jardins en sortent. Vous savez qu'une maison sur 2 en France est construite à côté de la ville de l'après-guerre. Ça veut dire qu'il y a 30 millions de gens qui habitent là où c'était la campagne. Je crois qu'on perd un département, je ne sais plus si c'est tous les 10 ou 20 ans, je suis les chiffres. Mais, donc il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce que si on fait 45 km par jour, et par moyenne, et il y a 3 paquets. Un tiers pour aller travailler, un tiers pour les vacances, les week-ends, et un tiers pour habiter la ville. C'est-à-dire celui qui ne travaille pas, je veux dire, qui ne part pas en vacances, il fait quand même 15 km pour aller faire ses courses, aller voir ses copains, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un voisin dans ce genre de société? Comment ça fonctionne, ce qui nous semblait, nous, le lien social traditionnel du collègue de travail, moi au bar après, etc. Quand on fait 45 km par jour, le collègue du travail, il habite de l'autre côté, on ne le voit pas quand il sort, etc. Et donc, tout ce qui nous semblait du lien s'est dilué, ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Et par contre, effectivement, les liens familiaux ont augmenté. On a rajouté une génération. On est dans la société 4 générations, donc on a augmenté. Regardez le repas du dimanche. Il s'est effondré après 68. Aller manger chez ses parents, ça faisait un gare complet. On ne pouvait pas amener sa copine et tout. Enfin bon, ça, c'était pas possible. Et aujourd'hui, le repas du dimanche a réaugmenté. En plus, il y a les grands-parents qui filent quand même 18 milliards aux petits-enfants tous les ans. Et puis, on peut amener sa copine de la veille. On peut dire, c'est pas la peine qu'on la connaisse vraiment très bien. C'est juste celle du samedi soir. Bon, voilà, on ne se rend pas compte à quel point ces mœurs ont changé. Et du coup, cette société où on est très mobile, ça a plusieurs effets. Bien sûr que la ville s'est étalée, avec les problèmes que ça nous pose d'un côté.
D'autre part, évidemment, qu'on est descendu en vacances dans certaines grandes régions. Ici, on le sait extrêmement bien. Et que c'est devenu une puissance. C'est 7,5% de l'emploi, le tourisme. Hein. Donc, rien qu'en termes d'emploi direct. Donc, si vous voulez, c'est devenu une force compliquée. Parce que, bon, ça bouleverse des cultures du travail, ça bouleverse des territoires, ça déplace la richesse d'une façon absolument considérable. Et puis, évidemment, il y a ceux qui ne sont pas mobiles. Il y a il y a les gens, les personnes âgées, il y a les solitaires, il y a les jeunes de banlieue. Il y a, bon, pour faire image, je dis souvent, effectivement, quand on va se faire bronzer sur les plages, les bronzés restent en ville, quoi. On est quand même bon, dans des déséquilibres là qui sont extrêmement violents et qui nous posent des problèmes. Mais comprenons cette société de mobilité, elle nous pose encore une fois des problèmes, mais je pense qu'on a associé mobilité, individu et liberté, que ces trois notions font système, et que la question, elle n'est pas de diminuer les mobilités, elle est de diminuer l'impact écologique. Mais lier mobilité, liberté, individu, je crois que c'est devenu une force. Et vous savez, quand vous discutez avec un Chinois, il vous dit souvent, quand on lui dit, ouais, la politique en Chine et tout, il dit, si tu avais à choisir entre le droit de vote, la connexion Internet et le passeport, tu dois en garder deux, lesquels tu gardes? Ce n'est pas une question si bête que ça. Bon, enfin, je vous laisse choisir, évidemment. Et donc, je crois que, si vous voulez, tout ça modifie profondément les rapports sociaux, parce qu'évidemment, le sentiment de classe sociale existe toujours. Il y a toujours des riches et des pauvres, il y a toujours des milieux populaires, évidemment. Mais avant, les classes étaient beaucoup plus territorialisées. Il y avait des quartiers rouges. Les villages, il y avait une culture paysanne légitime. La majorité des gens dans le village n'étaient pas paysans. Mais la culture paysanne était la culture légitime du village. Aujourd'hui, non seulement il y a moins de paysans, puisqu'il en reste quelques centaines de milliers, mais en plus, ce n'est plus la culture légitime. Le village est en crise politique de légitimité, et on voit bien d'ailleurs la couronne Front National autour de toutes nos villes, entre 25 et 40 kilomètres. Il y a un signe de déstructuration politique autour dans ces territoires. Mais c'est vrai dans l'ensemble des quartiers. C'est vrai dans les quartiers populaires aussi. Il y a des quartiers de la relégation qui ne sont plus forcément des quartiers de la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière n'est plus forcément une classe structurée comme telle. Donc tout ça est une profonde... Mais il n'y a pas effondrement des liens sociaux. On n'a jamais autant parlé à ses enfants, on n'a jamais autant parlé à ses parents. J'ai vu une étude psychologique qui m'a passionné. On parle 25% de plus à nos enfants qu'un Américain. Parce que quand on vous dit aux États-Unis, ils travaillent plus que nous, 30%, c'est vrai. Et donc, par exemple, ils parlent 25% de moins à leurs enfants. Donc il faut toujours... Ça veut pas dire, c'est ça, parce qu'on dirait toujours qu'il y a un modèle, ils travaillent plus, ils sont plus riches, ils polluent plus. Oui, d'accord, mais peut-être que la transmission culturelle et tout, c'est peut-être aussi important que le fait de gagner 30% en plus. Je veux dire, bon, ça peut se discuter quand même. On a bien le droit de défendre un certain nombre de valeurs, et je pense qu'on peut se poser ces questions. Donc voilà, moi c'est comme ça que je regarde cette société. Il faut que j'accélère, parce que sinon on ne va pas se coucher. Mais si vous voulez, c'est ces grands changements. Et alors du coup, ces grands changements, ça va entraîner une société où nos catégories habituelles, urbain, rural, tout ça, sont profondément télescopées. Parce que, d'une certaine façon, cette société où il y avait la ville, il y avait la campagne, c'est encore la société de l'après-guerre, c'est la société des années 60. Mais aujourd'hui, la ville, moi j'appelle ça des villes-nuages. Il y a des grandes... chaque ville a un énorme nuage autour d'elle. Mais nous, il y a des gens qui sont des grands Parisiens, qui habitent à côté de chez nous. Moi j'habite dans le sud du Vaucluse. Il y a des gens chez moi, d'ailleurs, je travaille à Paris. Il y a plus de consultants internationaux dans le Luberon que d'agriculteurs. Et leur principal objectif, c'est d'être à côté de l'aéroport qui leur permet de travailler dans le monde entier. Donc là, il y a un grand nuage international. Il y a le nuage de Marseille, qui est un nuage. Il y a le nuage d'Avignon, qui arrive jusqu'à un bout. Tout ça se superpose dans les territoires et crée des complexités tout à fait nouvelles à l'intérieur. Dans notre région, c'est extrêmement caractéristique. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a toute cette question du monde vert, toute cette question de la question agricole, de l'écologie, etc. Là, on est dans des mondes en contradiction complète. Moi, je travaille beaucoup avec le monde agricole, j'aime beaucoup les agriculteurs, et tout. Mais je travaille depuis des années avec eux. Mais en même temps, quand vous essayez de j'aurais fait un grand exposé sur l'écologie au congrès des producteurs d'OGM, par exemple, c'était pas évident. Mais mais ils étaient respectueux, c'est ça qui est compliqué. Tout le monde sait que ces mondes les intérêts, pour l'instant, sont contradictoires. Mais la question de repenser le monde vert, et le rapport entre l'urbain et la nature, le fait que de la production, le fait de considérer qu'on va vers des sociétés du renouvellement, et donc ce sera bien ce qu'on est capable de produire tous les ans qui devient une force beaucoup plus importante. Je ne dis pas qu'on va supprimer les énergies fossiles, mais le fossile est en train d'être décalé, remplacé ou bousculé par tout ce qui se renouvelle, la biomasse, le vent, le soleil, etc. Moi je dis aux agriculteurs, mais le soleil c'est vous, le vent c'est vous, ne vous laissez pas, n'abandonnez pas ces champs qui sont ces champs de la nature que vous devez rentrer
rentrer dans votre culture agricole. Ça fait partie, c'est la même question. Comment est-ce qu'effectivement on utilise les forces de nature pour créer de l'aliment, du vêtement, de l'énergie, etc. Bon, et ça c'est une bataille tout à fait intéressante, notamment avec les grandes organisations agricoles, pour comprendre ça, ce renouvellement du rapport au vivant, etc. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'au fond, on a une société des deux piliers, où il y a 12% consacrés au travail, avec les crises qu'on connaît au travail, on pourrait y revenir éventuellement, et puis 88% du temps consacré à autre chose, et qui entraîne ces mobilités, ces déplacements territoriaux, avec des lieux de fracture, des lieux relativement délaissés, mais en même temps, l'exode rural est terminé partout. En gros, enfin, il reste peut-être 200 cantons qui ne se développent pas, mais qui ne se peuplent pas. Mais l'exode agricole continue. Le nombre de fermes continue à diminuer. Mais l'exode rural est presque terminé partout. Parce qu'il y a des populations du nuage urbain, parce qu'il y a des retraités mobiles. Vous savez que, par exemple, il y a 50 000 retraités qui quittent Paris tous les ans au moment où ils prennent leur retraite. Il y a 48% des retraités qui rêvent de déménager pour aller soit dans leur région d'origine, soit là où ils sont toujours allés en vacances. Alors, si vous avez une résidence secondaire dans les Cévennes, vous allez peut-être prendre un pied-à-terre à Nîmes et vivre ici. Mais si vous êtes venu toujours au camping de Palavas, vous allez faire comment? On n'a même pas de marché national du HLM, par exemple. On ne peut pas échanger son HLM de grande ville contre un HLM de territoire de vacances, alors qu'on a des problèmes de logement dans les villes pour les jeunes générations. Donc cette culture-là, on ne l'a pas encore intégrée. Alors les gens aisés, évidemment, ils ont les moyens autonomes. Les 50 000 Parisiens qui quittent Paris tous les ans, ce n'est pas tellement des pauvres. Mais évidemment, donc cette culture-là, on a du mal à la penser et à comprendre ce type de changement. Et de comprendre ces temps longs, comprendre cette société 4 générations, réfléchir sur la transmission culturelle, sur ses contradictions, etc. Sur le fait que c'est une société extrêmement discontinue, mais toutes les discontinuités, j'ai dit, plus la vie est longue, plus il y a des ruptures. Mais on ne peut pas additionner toutes les ruptures comme des échecs, ce qu'on a trop tendance à faire. C'est effectivement parce que plus la vie est longue, plus on va tenter notre chance. Alors qu'on a tendance à accumuler effectivement les différentes ruptures comme des échecs. Donc voilà, c'est cette vision, si vous voulez, que je veux d'abord poser, qu'on peut en discuter. On peut ne pas être d'accord avec cette vision du changement social, mais je pense effectivement que c'est quand même beaucoup comme ça que fonctionne la société, avec du coup une importance absolument considérable de la vie privée dans la structuration des liens sociaux. Et si vous voulez, au fond, nos parents et nos grands-parents, ils étaient d'abord construits par le lien au travail. Et puis, une fois qu'on avait trouvé un travail, on trouvait une maison. Quand on avait trouvé une maison, on trouvait une femme. Quand on trouvait une femme, on commençait une vie sexuelle active. Mais nous, c'est plus comme ça que ça fonctionne. La vie privée est largement aussi importante que la vie productive. Vous discutez avec les grands DRH dans les entreprises. Souvent, ce qui les énerve, c'est que les jeunes, quand ils arrivent, ils commencent à demander comment fonctionnent les 35 heures. Alors tu ne pourrais pas d'abord demander quel est le boulot. Mais en fait, ça va ensemble. Les nouvelles générations cherchent un équilibre. Malgré la crise, moi ça me surprend. Mais comme chef d'entreprise, c'est un truc qui me perplexie, quoi. Sur mes jeunes salariés, le nombre qui, au bout d'un an, me disent « Bon, ben maintenant, si tu pouvais faire un accord amiable pour que je m'en aille », je dis « Mais tu as un boulot, tu travailles bien. »« Oui, d'accord, mais j'ai travaillé un an, je ne pouvais pas prendre un an de chômage. » J'en ai encore une ce matin. Je dis « Bon, ben, d'accord, si tu veux t'en aller. » Mais enfin, je veux dire, c'est une façon qui aussi, on a appris ça dans les grandes écoles. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? On leur dit « Tu restes pas longtemps dans la même entreprise, tu te formes. » Alors, si c'est un jeune qui est bien formé, il fait ça, et si c'est un jeune mal formé, lui, c'est pas lui qui choisit la discontinuité, mais il l'a subi pareil en termes de structure. Donc là, c'est pour dire que c'est et que du coup, pour lire la société, pour la comprendre, je pense que les questions intimes, les questions de couple, les questions de relations intrafamiliales prennent une place tout à fait nouvelle. Prenez, je vous ai parlé des retraités. Prenez la question des liens parents-enfants. Les Italiens sont extrêmement attentifs à la distance mère-fille dans l'aménagement urbain, qui est une question centrale, parce que, pour une raison très simple, on est grands-parents à 53 ans, on perd ses parents à 63 ans, donc il y a 10 ans là, où on a des services intrafamiliaux intenses, garde d'enfants, aide des vieilles personnes. Une vieille femme en France a une retraite moyenne de 900 €. Une place en institution, c'est 2 000 €. Donc de toute façon, on voit bien que s'il n'y a pas de l'intrafamilial, c'est absolument ingérable. Donc est-ce que nous, on a compris que cette société 4 générations nécessitait des politiques dans le logement public, des politiques dans l'aménagement des villes, pour donner priorité à la famille dans le même territoire, etc. Non. Alors que c'est quand même absolument essentiel. Et à l'autre bout de la chaîne, quand est-ce qu'on va mettre en place la décohabitation pour les jeunes célibataires des banlieues? On a su le faire dans les campagnes des années 50, avec Pisani, quand on a fait avec les mouvements agricoles, la décohabitation des générations, pour que les jeunes femmes puissent enfin avoir une maison à elles et pas être chez leur belle-mère. Ça a été toute la politique du gaullisme pour moderniser l'agriculture en négociant de la vie privée. L'échange intimité familiale, couple, contre modernisation agricole.
et réduction du nombre d'agriculteurs, évidemment dramatique. Mais qui a quand même donné cette agriculture. C'est la même question dans les banlieues. Parce que si vous êtes un gosse qui va à la fac, vous avez droit aux APL. Mais si vous êtes un gosse de Bolmioche, vous avez droit à rien du tout. Donc vous n'avez pas de travail. Donc je veux dire, la décohabitation des jeunes en banlieue, vous ne croyez pas que c'est un problème central? Nous, l'essentiel des jeunes filles, des jeunes garçons aussi d'ailleurs, découvrent la vie érotique pendant les vacances. Et comment on fait quand on ne part pas en vacances? Je veux dire, dans ces sociétés, ces éléments fondamentaux pour autonomiser les jeunes, notamment par le logement, qui me semble un élément absolument central, moi, je pense que les jeunes, il faut notamment favoriser l'accès à des studios. Plutôt que de leur filer des revenus, il faut leur donner un logement. Parce que le lit intègre autant que le travail. Et quand vous commencez à construire un couple, quand vous avez envie des enfants, etc., même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils se raccrochent. On voit bien les écoles La Deuxième Chance qui donnent des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder cette masse de temps autrement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, se poser cette question de l'intrafamilial certainement d'une autre façon. C'est un intrafamilial tribu, en réalité. C'est de l'intrafamilial discontinu. Vous savez que 70% des Français partent en vacances avec des copains. Des copains, la sœur qui a divorcé, et donc on continue à fréquenter dans ces familles recomposées. Elles sont toutes recomposées, hein, les familles. La plus grande majorité des familles ne sont pas recomposées. Je ne prêche pas pour la famille recomposée, mais c'est un élément essentiel de ces sociétés. Et donc, c'est pour ça que les vacances, c'est un très bon exemple. Ce déplacement en tribu, par exemple, on a mis longtemps pour comprendre que dans les ordinateurs du Club Med ou de VVF, il fallait avoir une option chambre voisine. Parce que les gens, ils arrivent à 4 familles, ce qu'ils veulent, c'est être à côté. Ça n'existait pas dans les programmes informatiques. Ils n'avaient pas vu ces groupes qui sont une dimension importante des vacances, parce qu'on ne part pas en vacances tout seul. Et puis, les vacances, c'est un gros problème parce que c'est un modèle familial amoureux et qu'il n'y a pas de modèle de la femme seule en vacances. Parce qu'effectivement, une femme seule en vacances, d'ailleurs, longtemps, on ne les prenait pas. Dans le tourisme social, quand je travaillais avec Edmond Maire, on a dû se battre pour qu'on accepte les femmes seules dans les villages. Parce que une femme seule, ça désordre. Puisqu'il y a des couples avec des enfants, là, bon, voilà, donc tout ça, c'est des choses compliquées. C'est regarder cette société comme elle vit, si vous voulez, et la comprendre là-dedans. Et en même temps, elle change tellement vite qu'elle détruit des choses gigantesques, elle détruit des patrimoines. Moi, je dis, il faut se battre pour la beauté. Ça a l'air idiot, ça a l'air réac, mais je veux dire, quand je voyage, quand je me déplace, on détruit des choses qui sont magnifiques, qu'on a mis des siècles à construire, mais à une vitesse fulgurante, quoi. Et malgré les politiques qu'on peut mener, etc. Donc voilà, il y a tous ces sujets, si vous voulez. Je dirais qu'il faut donc repenser la famille, il faut repenser les âges. Il y a une chose sur les âges, c'est les travaux de Tavouillot, que j'aime beaucoup, le philosophe. Il dit, pendant longtemps, les adultes, c'était en fait un groupe minoritaire, parce que les adultes, c'était les hommes. Et d'ailleurs, les femmes n'avaient pas de droits politiques, etc. Et nous, les femmes sont devenues des adultes comme les autres. Donc au fond, les adultes sont devenus majoritaires. Et au debout, il y a deux groupes minoritaires, c'est les vieux et les jeunes. Et ça a complètement bouleversé l'organisation des sociétés. Et c'est d'ailleurs deux groupes pour lesquels on n'a pas vraiment de projet. On n'a pas réfléchi à la retraite. On n'arrête pas de se plaindre que les gens vivent plus longtemps, que ça coûte cher. Mais quel est notre modèle social? Alors les retraités sont dans le tissu associatif, ils tiennent la moitié des élus dans les conseils généraux. Alors la démocratie est en train de devenir une démocratie de retraités. La concertation, quand vous êtes élu local, vous avez des salles de retraités, c'est pas négatif, c'est bien, ils font partie de la cité comme les autres, mais je veux dire, comment est-ce qu'on se réfléchit, comment on équilibre ça? On ne parle que des questions hommes-femmes en politique, qui est un grand sujet, mais ces questions de place des générations est aussi une question extrêmement complexe. Et pour donner un projet à chacun dans la cité, et qu'effectivement, tout ça se télescope et se bouscule. Donc, si vous voulez, ça veut dire que tout ça, bien sûr, le travail, il faut réfléchir sur le travail, bien sûr, il faut y repenser, c'est quelque chose qui a profondément changé dans sa qualité. Je ne sais pas si j'ai fait un article hier dans Libération pour essayer de définir aussi. Je pense que, si vous voulez, les compétences sont en train de se mondialiser, donc les choses, l'image des pays, l'image des produits, il y a toute une réflexion sur toutes ces questions, mais on pourra en discuter pendant des heures. Donc retenons, si vous voulez, que les valeurs et les normes ont été profondément bousculées parce que le temps libre est plus lourd que le temps de travail. Je crois que c'est une réflexion sur... Prenez une chose simple, la notion d'effort. La notion d'effort, dans le tourisme, on la masque. À la télévision, on ne la voit pas. Bien sûr qu'il y a des tas de jeunes qui travaillent, d'ailleurs souvent c'est des intermittents, etc. Mais ce qu'on met en scène, ce n'est pas le travail. Donc ça veut dire que ce grand producteur de normes, qui est la télévision et le tourisme, masque l'effort. Et donc ça donne l'idée que l'effort et le travail, ce n'est pas la même chose. Et quand on voit l'angoisse de certains milieux populaires ou l'angoisse de la droite sur la fin du travail, je leur dis, mais c'est idiot. Il n'y a jamais eu autant de salariés. Il y a 16 200 000 salariés en France, parce qu'il y a 80% des femmes qui ont un contrat de travail. Souvent à temps partiel, souvent discontinu, mais quand même. Donc en réalité, il y a plus de salariés qu'il y a 30 ans, malgré le chômage. Mais effectivement, il faut
penser tous ces éléments en même temps pour comprendre cette société, confronter son exclusion et au fond comprendre comment notre modèle social a réussi quelque chose qui est génial. Je veux dire, on a inventé un modèle social en Europe, les Américains essaient de développer la Sécu, les Chinois viennent d'allonger les congés payés. Ce modèle social, il coûte trop cher, donc il y a un problème d'équilibre. Mais ce n'est pas les 5 points de PIB de plus qu'on lui a donnés depuis 20 ans qui est l'enjeu fondamental, parce qu'on ne vivait pas forcément plus mal il y a 15 ans. Mais effectivement, ce modèle social a inventé un équilibre dans les sociétés qui produit cette vie longue. Ce n'était pas son objectif. Il n'y a jamais eu de manifestation, on veut être centenaire. Donc on ne s'est pas battu pour ça. Mais effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour l'éducation, pour la santé, la protection des veuves, etc. Et la conséquence, c'est une société qui allonge l'espérance de vie d'une façon extraordinaire et on ne voit pas très bien où est la limite. Et donc, si vous voulez, il y a là un bouleversement général qui, évidemment, pourquoi est-ce qu'on va être 9 milliards? Mais ce n'est pas parce qu'on fait plus de bébés, on n'en a jamais autant si peu fait. Donc ce qui est très curieux, on fait beaucoup plus l'amour, on fait beaucoup moins de bébés et on est beaucoup plus nombreux. C'est ça le monde moderne. C'est ces paradoxes. C'est-à-dire qu'il y a une société ludique qui a pris une place. Effectivement, il y a plus d'enfants parce qu'on vit plus longtemps. On va être 9 milliards parce que les Chinois vont aussi arriver jusqu'à 90 ans. Et les Indiens, et j'espère un jour les Africains. Et enfin, il y en a qui arrivent, mais rares. Donc c'est ça les bouleversements. C'est cette société de plus en plus nombreuse parce qu'effectivement, la vie est beaucoup plus longue. Quand on se représente l'avenir, il ne faut pas dessiner de maternité, il faut dessiner une maison de retraite. Donc je veux dire, il faut avoir cette vision des sociétés. Ou pas une maison de retraite, ou des vieux intégrés dans la cité. Vous voyez, c'est pour ça que le débat, moi je mettais la retraite à 60 ans, j'ai longtemps été très très favorable au nom des valeurs que je partage. Et plus je réfléchis, plus je trouve ça une absurdité. Qui est une date. On est là dans des équilibres complètement bouleversés. Alors je sais bien qu'on va me dire, oui, mais les gens ne sont pas entièrement... Bien entendu, il n'est pas question d'être chauffeur de TGV à 75 ans, ce n'est pas la question. Mais, ce ne serait pas prudent d'ailleurs. Mais je crois que tout ça, il faut qu'on recomprenne ce changement et qu'on en rêve. Et que le rôle de la politique, ça serait normalement de nous le raconter. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous raconter là, c'est tout simplement un discours politique, c'est-à-dire un récit. Et la politique, c'est bien l'art du récit. Et normalement, c'est l'art du récit. Et nous, on est dans une crise profonde de la politique, et je finirai là-dessus, je vous l'avais dit au début, parce qu'effectivement, d'une part, il n'y a plus de grands récits. D'abord, il n'y a pas de grand récit de la mondialisation. Alors que je trouve que la mondialisation, il y a Lucie d'un côté, et de l'autre côté, il y a la mondialisation. C'est-à-dire des hommes partis d'Afrique, dit-on, peut-être un jour ils seront partis d'ailleurs, et puis ils sont devenus noirs, jaunes, musulmans, chrétiens, chevelus, esquimaux, tout ça, parce qu'ils ont mis des milliers d'années à avancer, à se fondre dans les territoires, à créer des cultures. Et puis à un moment, clac, c'est partout. Et on se voit tous les jours à la télé. Et on a peur les uns des autres. Bon. Mais c'est définitif comme histoire. Et chaque fois qu'une culture disparaît, on ne la créera plus. Parce que les cultures se sont créées dans ce mouvement de conquête de la planète. Donc il faut protéger les cultures comme la prunelle de nos yeux, évidemment. On a un stock, là. On va créer d'autres choses, des savoirs, des projets scientifiques, artistiques, etc. Mais ces cultures qu'on a créées, on ne va plus la culture italienne, la culture française, dans la culture française, le Languedoc, la Provence, etc. Toutes ces diversités, si on les perd, on les a perdues, c'est définitif. Donc il faut bien comprendre que et ça, le politique ne nous le raconte pas. On dit l'Europe va nous protéger. Peut-être, mais nous protéger dans un mouvement. C'est pas nous protéger, c'est pas un blocos. On ne réinvente pas le château fort. On dirait toujours qu'on fait un château fort plus grand. On a eu le petit, le grand, la nation, et puis maintenant l'Europe, etc. Non, il faut comprendre ce mouvement global. Et en même temps, l'humanité une, mais la Terre aussi. Et le problème de la Terre, c'est que si elle est une, elle est limitée, elle est faible, elle est fragile, et on n'en a pas une autre. Donc on est dans une angoisse mortifère, qui est évidemment longue, et aussi une angoisse parce qu'il n'y a plus d'extérieur. On avait toujours l'idée d'un extérieur. On est quand même allé conquérir l'Algérie il n'y a pas tellement longtemps, il y a 150 ans. Je veux dire, donc, on y envoyait les prostituées, on envoyait aux États-Unis les délinquants, les filles de joie, tout ça. C'est comme ça qu'on a peuplé ces pays en partie. Et donc, il y avait un extérieur. On pouvait envoyer les bagnards où on voulait, on pouvait aller chercher des matières premières, de la main-d'œuvre, exploiter des populations. Et donc, effectivement, ce modèle des sociétés, cette culture militaire de la conquête, cette domination du masculin sur le féminin, etc., tout ça, c'est des processus qui, évidemment, sont en train de partir en bibrine et qui se reconstituent. C'est pas grave, ça change, c'est tout, c'est pas dramatique. Mais il y a une vraie crise du récit démocratique, du récit politique, à la fois global et puis à l'intérieur de nos sociétés, parce que ces changements sont, je pense, assez... peu perçu par la pensée politique, qui reste très englué sur l'époque où le travail était toute la société. Et où, au fond, les valeurs du monde du travail et les valeurs du monde politique se superposaient à peu près. Et en gros, ça fonctionnait comme ça.
Bon, il y a un général qui a eu l'idée de donner le droit de vote aux femmes un jour à Alger. Bon, ça elle peut. Mais il faut toujours se dire, par exemple, la gauche n'a pas donné le droit de vote en 1936 aux femmes. Donc, je le dis parce qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Ça serait trop simple. Bon, on a chacun nos préférences, mais sur ce sujet en particulier, le droit de vote des femmes, il ne faut jamais oublier que la gauche ne l'a pas donné en 1936. Et que c'est le général de Gaulle qui l'a donné à Alger. Donc, bon, sur ces choses aussi quand même fondamentales dans une société, le principe d'égalité des deux genres, c'est une idée qui a été faite par un général catholique de droite, bon, qui n'est pas mon modèle particulier, mais bon, quand même, reconnaissons ces choses-là. Donc, réfléchissons à tout ça. Donc, il y a cette crise à ce niveau-là qui est importante. Et puis, de l'autre côté, on a une grande difficulté dans le politique, parce que cette société de mobilité, comment on fait de la politique dedans? Non, la carte politique n'a pas changé en France. En Allemagne, elle a changé. En Italie, ils sont en train d'agrandir les districts. Partout, on essaye de faire qu'on ait des territoires politiques qui réunifient le produire et l'habiter. Parce que je pense qu'un citoyen, c'est quelqu'un... Je vous rappelle qu'au début, les citoyens, il fallait qu'ils aient un certain niveau de revenu pour avoir le droit de vote. Donc c'était l'idée qu'il fallait contribuer à la richesse commune pour être citoyen. Nous, on a 62% des gens qui habitent dans une commune où ils ne travaillent pas. Et donc, la majorité des électeurs, dans la plupart des communes, sont d'abord un syndicat de propriétaires et de locataires. Et qu'est-ce qu'ils défendent? Du silence, de bonnes écoles, pas d'immigrés, pas de changement. Ils ont acheté une maison, ils ont un terrain et tout, ils n'ont pas envie qu'on vienne faire une usine ou une entreprise ou qu'on mette un foyer de jeunes travailleurs, etc. Donc on a une démocratie, moi j'appelle ça une démocratie du sommeil, conservatrice, qui est la base de notre sélection de nos élus. Ils sont élus avec ça. Moi, je leur dis souvent, au congrès de l'ARF et tout, je les engueule, ils m'invitent pour ça. D'ailleurs, ils disent, ah ben bien, on va venir nous engueuler. Bon. Mais la question, elle n'est pas là. C'est que cette démocratie s'engonce. Et qu'effectivement, ces élus sont sélectionnés sur une base fondamentalement conservatrice, c'est de défendre d'intérêts de locataires et de propriétaires. Alors que la grande question de notre société, c'est de penser les transversalités, de démocratiser les mobilités, de permettre aux jeunes de banlieue de partir en vacances, de permettre aux 40% de Français qui n'ont pas de vacances de les découvrir, de créer du flux de la mobilité. Vous regardez, par exemple, qui suis élu à Marseille, l'endroit où il n'y a pas de transport public, c'est les quartiers nord où il y a 92 000 jeunes. Ils n'ont pas de métro, ils n'ont pas de tramway. Comment vous intégrez des quartiers comme ça, et quand vous voulez faire la métropole, toutes les communautés, tous, ah non, on ne veut pas. Je dis, très bien, si vous voulez laisser se développer la délinquance, mais vous n'allez pas les supprimer. Vous ne pouvez pas les jeter à la mer. Donc, soit vous les intégrez dans un projet de développement, vous faites des tramways, vous faites des routes pour qu'ils puissent aller travailler, aller au centre-ville et tout, soit effectivement, petit à petit, la drogue et les kalachnikovs viendront chez vous. Il ne faut pas rêver. Il faut mettre ou la pauvreté au centre, ou à un moment, elle vous revient par derrière. Bon, à Marseille, on voit bien, le cas est très emblématique. Et puis, c'est notre rôle d'être les méchants. Enfin, il y a les Corses qui sont pires que nous, mais bon. Mais donc, chacun sa fonction. Donc, je crois qu'il faut regarder ça parce qu'on a donc une démocratie politique qui est en grande difficulté. On voit bien, par exemple, quand on voit la loi de décentralisation qui devait être passée, déjà on n'y comprenait pas grand-chose, mais en plus ils ont dû la couper en 3, et qui est capable de la résumer. Alors, l'autre jour, je discutais avec un des premiers ministres, je lui disais, enfin, c'est quoi l'idée centrale de cette loi? Il me dit, mais il n'y en a pas, on a empilé 50 revendications contradictoires. Je dis, oui, d'accord, mais c'est embêtant parce qu'on ne peut pas faire un discours politique. En 81, il y avait un discours, on décentralise la France, on comprenait ce que ça voulait dire. Après, on a dit phase 2. Alors là, ils ont dit phase 3. Alors je dis, mais attendez, c'est pas un projet, ça, comment vous voulez mobiliser les gens sur une phase 3? Ça n'a pas de sens. Bon, résultat, enfin, pas de résultat, mais ils ont coupé la loi en 3, ce qui n'éclaire rien. Et quand on voit dans Marseille les discours de haine d'élus du même bord politique, à l'idée qu'on va enfin avoir une stratégie commune, vous vous rendez compte que Marseille, on ne peut pas aller à Aix, alors qu'il y a quand même 150 000 personnes entre les deux villes tous les jours. Il n'y a même pas un train dans les deux sens. Il faut que les trains se croisent. Tellement on n'a jamais mis d'argent dans les transports. Parce que tout l'argent, on l'utilise à saupoudrer les petites communes, en salle des fêtes, en piscine, tout ça, pour que les conseillers généraux votent pour le renouvellement du président. Donc il a 400 millions d'investissements par an dans les petites communes qui sont suréquipées, et la grande ville centrale est sous-équipée. Et on est dans un système politique qui se reproduit. Ça peut arriver dans d'autres départements, mais je ne me permettrai pas de penser que ça arrive chez vous. Et donc on est là dans ce type de modèle, non mais où, si vous voulez, le sens même de la politique se perd, parce qu'on n'est pas en train de chercher le bien commun, on est dans des processus où la politique cherche à se défendre, et je pense que c'est mauvais. Moi, ce qui se passe en ce moment en politique, je dois dire honnêtement que ça me préoccupe beaucoup, et je pense qu'on est en train, entre le chômage, entre le rapport à l'argent de ces dernières années, etc., et puis le fait que la base même de la politique se perd, parce qu'on peut multiplier les concertations, on peut évidemment tout ça, ça n'empêche pas qu'il faut réunifier le territoire du travail, du territoire de l'habitat. Ça me semble le fondement même d'une reconstitution de la citoyenneté. Et puis la chose sur laquelle je conclurai, c'est toute la question de cette société numérique, parce que
je crois qu'elle est en train d'horizontaliser le monde. Et moi, j'aime beaucoup les travaux de Stiglitz. Et si vous voulez, nos sociétés ont été des sociétés hiérarchiques. Parce qu'on avait besoin, effectivement, d'un pouvoir fort qui a cherché le pétrole, qui puisse protéger les voies navigables, qui puisse aller chercher des matières premières. On était dans des mondes très hiérarchiques, surtout la France. Surtout la France. Le numérique, c'est une société de plus en plus horizontale. Ça correspond à ce que je viens de décrire, cette société de mobilité, etc. Pourquoi est-ce que les téléphones portables, ça a marché si vite? Mais parce qu'on était déjà mobile. Rappelez-vous, les cabines qui marchaient jamais, mais on avait besoin de ces cabines. On en a mis partout dans les villes. Il y avait toujours quelqu'un qui avait tiré sur le fil. Ça marchait jamais. Bon, donc on était mobile avant d'avoir les objets techniques. Et les objets techniques sont venus accélérer ce processus, évidemment. C'est exactement pareil sur Internet. Mais le mal qu'on a à rentrer Internet dans notre idée de l'éducation, dans le bouleversement des écoles, quand on pense que nos enfants portent encore des gros cartables alors qu'ils pourraient tout avoir dans un ordinateur, enfin, je veux dire, on est là dans des processus décalés d'une société qui accélère et où, très paradoxalement, c'est les mondes qui viennent du plus bas qui rentrent le plus par les progrès techniques. Comme chez nous, le haut débit, où est-ce qu'on l'a mis d'abord? Dans le Cantal. Parce que le haut débit, il a d'abord du sens, là où il n'y a pas d'autoroute, là où il n'y a pas de TGV. Donc d'un coup, on se dit, on va essayer de réussir au moins ce lien virtuel. Et l'Auvergne est entièrement en haut débit. Et je trouve ça tout à fait passionnant. Et c'est pareil, évidemment, dans les pays où il n'y a pas de téléphone fixe, mais il y a déjà les téléphones portables. Donc on voit bien que les innovations aujourd'hui, notamment sur les formes de société, peuvent venir de très loin. Qui est-ce qui a mis une limite à 10 ans au mandat politique? C'est les dictateurs chinois. Je suis désolé de le dire. Et effectivement, là, tous les 10 ans, ils changent d'équipe. Et c'est devenu la règle parce qu'ils savent très bien que le pouvoir, si on reste longtemps, bon, il faut dire qu'ils s'en sont particulièrement aperçus chez eux, mais pas que chez eux. Si on reste longtemps, ben forcément, le pouvoir décale, construit des liens, des habitudes, des services. Moi qui me suis fait élire pour voir. C'est passionnant parce que vous êtes élu. Ben, on vous invite à déjeuner. Bon. D'abord, vous dites non, puis après, vous dites je paye, et puis la troisième fois, bon, comment vous faites? Évidemment, c'est une société, c'est normal, vous négociez en permanence avec des gens qui ont du pouvoir, et c'est normal, puisque vous êtes élu, vous faites des chantiers, tout ça. Bon. Et puis de l'autre côté, vous voyez tous les défavorisés, parce qu'ils ont besoin d'aide, d'essayer de trouver des systèmes. Mais ce que vous voyez jamais, c'est le cœur de la société. Les gens normaux, avec une scénique, 2 enfants, qui partent en vacances, la classe politique, ils ne la voient jamais. Bon. Donc, je crois vraiment qu'il faut se poser ces questions, comprendre ce changement. Moi, je le trouve tout à fait positif, passionnant. Mais effectivement, je pense que la culture politique a du mal à y rentrer, à comprendre cette société de l'aléatoire. Vous savez, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que pour créer du lien, il faut des événements ou des lieux aléatoires de rencontre. Et Cher travaillait beaucoup sur les lieux aléatoires de rencontre, et je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, la place de Montpellier, la place de la Comédie. Ça a changé, Montpellier. La ville a changé aussi, on a changé la population. Ça. Mais pour qui a connu Montpellier avant la place de la Comédie? Et aujourd'hui, c'est... Moi, chaque fois que je vais à Montpellier, je m'assois aux riches et je bois une bière. Parce que, regardez, les gens passaient dans tous les sens, place de la Comédie, c'est cet aléatoire de l'urbain, c'est ça la ville. Bon. Il y a des villes comme Nantes qui ont été très bien réformées, il n'y a pas de lieu de rencontre. Et je trouve que j'ai conseillé le maire de Nantes pendant 1 an. Je disais, mais c'est pas possible, non, tout est bien. Mais tous les bars sont sur des bords de bru. Il n'y a aucun lieu, tu ne sais pas où donner rendez-vous. Il y a le lieu unique, mais il faut passer sous une voie ferrée. Bon. Donc, il y a besoin. Pourquoi je me suis battu pour piétoniser le Vieux-Port de Marseille? Et là, il s'est piétonisé, c'est génial. Parce qu'il faut des lieux aléatoires de rencontre, où se rencontrent les jeunes, les vieux, les immigrés. Le soir de Marseille 2013 à Marseille, honnêtement, l'inauguration, elle était foireuse, vous ne le direz pas dans le journal, mais bon. Mais par contre, il y avait 400 000 personnes sur le Vieux-Port, et c'était génial. Il y avait tout le monde. Il y avait les totoches avec leurs sacs à main un peu serrés parce qu'elles voyaient des tas de bandes de jeunes de couleur et tout. Et moi, je disais, en fait, les dealers ont amené leurs clients, et entre les clients et les dealers, tout le monde est sorti faire la fête ensemble, quoi. Et ça s'est très bien passé. Donc, mais parce que les gens étaient venus pour autre chose. Donc, ils avaient un projet, c'était d'avoir participé à l'inauguration de Marseille 2013. Ils étaient fiers d'y être, ils n'étaient pas du tout dans les logiques de tension habituelles. Et donc, ça veut dire que nos sociétés qui étaient structurées par des territoires, par groupes sociaux, avec un rythme du temps très régulier, le dimanche, l'humanité dimanche, la messe, tout ça, il faut qu'on sache créer dans l'espace public les discontinuités du monde moderne, qui sont dans la vie privée des gens, créer des grands événements, créer des lieux aléatoires de rencontre dans les villes, permettre que les jeunes accèdent au centre des villes. Il y a plein de villes qui l'ont bien fait. Bordeaux, son tramway, il va de l'université au centre-ville. Orléans, son tramway, il va de la source au centre-ville. Il faut mettre les jeunes dans les centres-villes. Donc il faut d'abord faire des transports des jeunes vers que ce soit les jeunes étudiants ou les jeunes des quartiers populaires. Et ensuite, il faut restructurer nos villes par des événements.
C'est un élément tout à fait central pour construire effectivement autour de grands événements, autour de totems symboliques. Ça peut être aussi certaines fois des monuments. Chaque ville est différente. On ne va pas tous faire le Guggenheim, on n'est pas tous dans la même situation. Il y a des endroits où ce n'est pas la peine. Marseille, on ne va pas faire un grand musée. Rien que restaurer la ville, enfin un grand musée, on en a fait 2, mais bon. Mais c'est pas comme le Guggenheim, ça n'a pas la même importance dans l'histoire de la ville, parce qu'il y a des territoires qui sont extrêmement riches en patrimoine, en mémoire, etc. Il y en a d'autres, comme à Lens, où je trouve que c'est génial d'avoir fait ce musée. Il fallait d'un coup casser l'image de cette ville, aller mettre ce qu'on ne s'attendait pas à y trouver, c'est-à-dire un grand musée, ce qu'on a fait à Metz. Allez voir Metz, c'est passionnant, cette ville. Moi, j'y suis né, vous savez. Alors là-bas, ils me disent sociologue, mais je suis resté 6 mois. Mais dans les journaux locaux, c'est toujours le sociologue messan a déclaré. Donc, ils m'amusent. Donc, je les conseille un peu, c'est rigolo. Et ils ont fait une réunion des bébés nés le même trimestre à la même maternité que moi. C'était quand même gentil d'avoir une attention particulière. C'était un peu original, comme ils disaient, mais bon. Mais c'est une forme de fraternité. Mais c'est pour dire qu'on peut jouer à contre-rythme, mais chaque territoire doit inventer ce qu'il a d'original et bien regarder où il est dans l'espace. Et regardez Metz, son développement, c'est quand ils ont arrêté de se penser comme l'Est de la France. Ils ont vu leur rapport à l'Allemagne et tout. Ils se sont dit, ce musée, les gens vont venir de partout. Et c'est vrai que depuis qu'il y a ce grand musée, la restauration du centre-ville, la réutilisation des casernes, ils sont devenus un centre d'un hub où il y a des Parisiens, mais il y a aussi des Allemands, des Luxembourgeois, etc. Regardez Lille, le boulot fantastique. Et dans nos régions, finalement, ce qui est compliqué, c'est que le développement, ce n'est pas de notre faute. La population a doublé, les gens sont arrivés, le gaullisme a choisi Montpellier, et au fond, ces régions, elles se sont transformées sans projet politique. Et souvent, la classe politique, elle est issue des populations anciennes et elle se sent un peu envahie, pour dire les choses. Alors que dans des régions où il y avait moins de capital, si on peut dire, c'est pour ça que j'ai pris Metz, par exemple, comme exemple, ou Lens, là, au contraire, il y a une volonté politique de projet, d'avenir. Nous, notre problème, c'est que le développement qu'on a, il faut qu'on le porte, alors que pour le moment, on le supporte. Et que donc on est dans des problèmes, on voit bien la montée des extrêmes droites, tous ces gens trucs, des élus traditionnalistes, une mise en scène d'un localisme traditionnel. Moi je pense qu'il faut qu'on valorise les identités des territoires pour favoriser la mobilité des hommes. Donc il faut effectivement que la Provence soit provençale, etc., en intégrant le changement climatique, que les territoires aient de la mémoire, qu'on apprenne dans les écoles les histoires régionales, que les enfants connaissent l'histoire du Languedoc, qu'ils connaissent l'histoire de Montpellier, qu'ils sachent la place des protestants, comment ça s'est passé, pourquoi ils ne quittaient pas la ville jusqu'au XIXe siècle. Il faut transmettre la culture des lieux, mais pour la transmettre, pour que les gens puissent être mobiles. Parce qu'ils se rassemblent, parce que ça devient un message qu'on organise, qu'on symbolise, etc. Donc c'est sur des choses comme ça qu'il me semble qu'il faut travailler. Mais dans nos régions, on a un vrai problème pour se repenser dans l'espace et pour repenser ce projet, pour en faire notre projet, alors que le fait que les populations aient doublé, que la high-tech se localise chez nous, etc., qu'il y ait cette économie de la retraite qui fait qu'il y a 60 000 personnes par an qui viennent prendre leur retraite chez nous, et dont une bonne partie est dans la salle, je veux dire, on n'en a pas fait un projet. On ne le raconte pas. Et donc, si vous voulez, c'est là, je m'arrêterai là-dessus, mais je pense, si vous voulez, vous voyez, quand Georges Frêche, qui a été fortement contesté, mais quand même, c'est un beau bilan, il avait compris, il disait toujours, j'ai 3 populations. Il disait, j'ai les pieds noirs, j'ai les gens du Nord et j'ai les Languedociens. Bon, le problème, c'est qu'il en avait 4, parce qu'il avait aussi des Arabes. Ça, bon. Il en voyait 3. C'est déjà beaucoup. Parce que moi, quand je vois à Marseille, la plupart du temps, la politique, elle est appuyée sur les migrations d'avant-guerre. Les Corses, les Italiens, les Arméniens, etc. Mais les immigrés du Maghreb, enfin plutôt du Maghreb, il y a aussi des Comoriens, et puis les Français du Nord, la plus grande communauté à Marseille, c'est les gens du Nord. Ce qui est nouveau dans notre région, c'est qu'on descend du nord vers le sud, alors que les migrations étaient toujours en Méditerranée, on tournait entre nous et on montait vers le nord. Et ce qui est nouveau depuis 50 ans, c'est cette arrivée massive des gens du sud. On a le même processus en Californie, la deuxième Italie, la région de Barcelone. C'est-à-dire que les grandes régions touristiques attirent de la compétence, de la migration, de la transformation, et le politique doit porter ce changement. S'il se sent défensif, comme c'est souvent le cas, pas toujours, effectivement, dans ce cas-là, effectivement, on crée des tensions et on voit bien les difficultés qu'on a dans nos régions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous m'avez donné 1 heure, j'ai parlé 1 heure. J'aurais une petite question, pour une fois, c'est moi qui en pose. Marseille, capitale européenne de la culture, donc c'est un beau projet qui peut rassembler justement les populations. Ce qui surprend, c'est que dans les médias, on n'entend parler que de la violence à Marseille et insuffisamment, il me semble, de la culture. Qu'en pensez-vous ? Je peux difficilement vous dire le contraire, mais soyons honnêtes, si on a donné Marseille, capitale de la culture, à Marseille, c'est parce qu'on était les plus nuls. Donc on ne nous l'a pas donné en disant ils sont bons, on va les booster,
comme on avait fait à Lille. Quand Lille l'a eu en 2000, c'est parce qu'il y avait une politique culturelle, Mauroy, puis Martine Aubry, la rue de la mode, la culture. Ils avaient une vraie construction d'un projet. Et donc, ils ont été capitale de la culture, ça les a boostés. D'ailleurs, ils continuent. Bon. Nous, soyons honnêtes, quand les maires, puis c'était un certain nombre d'élus qui se décident, il y avait Lyon, Bordeaux et Marseille. Il est évident que Lyon et Bordeaux sont beaucoup plus dynamiques que nous. Et donc, effectivement, ils ont dit, Marseille, on va leur donner parce qu'ils ont plus besoin qu'on leur donne quelque chose. Ça va les aider. Donc, on partait de plus bas. Et puis, ils ont dit, une chose tout à fait intéressante, ils ont dit, Marseille, c'est une ville qu'on ne comprend pas bien. Parce qu'elle vote Front National, elle a 200 000 musulmans, elle ne brûle pas de bagnole, elle a le taux de pauvreté le plus fort de France. Donc, il y a des fondamentaux qui sont différents. Et, au fond, pour notamment les grands-mères d'Europe du Nord, qui étaient dans le jury, Marseille, c'est une ville un peu un laboratoire de la ville européenne de demain. Et si vous voulez, parce que Marseille, c'est la dernière ville méditerranéenne cosmopolite. Le nationalisme dans toute la Méditerranée a fait partir les catholiques, enfin les Français d'Algérie, mais c'était aussi des catholiques. C'est pareil à Istanbul, c'est pareil à Alexandrie, les Juifs sont partis du Maroc, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, la Méditerranée a été prise par une vague nationaliste. Un peu de notre faute, il faut bien le reconnaître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et on voit bien les problèmes qu'ont les Coptes, on voit bien les problèmes en Syrie des catholiques, etc., en Irak. Bon, donc on voit bien que là, on est dans une situation de montée des nationalismes religieux, politiques. Ça ne va pas être notre débat aujourd'hui. Et la dernière ville qui reste dans son cosmopolitisme, c'est Marseille. C'est-à-dire qu'on a 200 000 musulmans, une grosse communauté juive, puis il y a des tas de gens qui ne sont pas religieux du tout. On a beaucoup de Français du Nord. Donc il y a ce cosmopolitisme. Et donc, si vous voulez, ça a intéressé les maires d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire comment on peut à la fois être une des villes de France où on mange le plus de couscous, où on vote le plus Front National, où on a le plus de relations érotiques entre communautés, et en même temps, voilà. C'est ces contradictions qui fait que, par exemple, à Marseille, le soir sur le Vieux-Port, vous avez des jeunes filles blanches avec des jeunes garçons de couleur, personne ne se retourne, c'est banal, c'est courant. C'est-à-dire que vous avez cette vie partagée, et en même temps, vous avez cette violence, etc. Et puis, il faut dire une chose, le problème, c'est que tant que cette société fera comme si la drogue, il ne l'avait pas vue, moi, je dis, on a mondialisé les vices. Et la question, c'est d'arrêter de faire comme s'il y avait des bons vices et des mauvais vices. Il faut limiter tous les vices pour respecter les droits de l'homme, que ce soit la prostitution, l'alcool, la drogue, etc. Mais cette espèce d'idée, les populations se déplacent avec leurs valeurs, leur culture, etc. Et l'autre jour, je disais à la télé, on avait une discussion là-dessus, j'ai écouté, c'est nos enfants et nos copains qui vont acheter du hache dans les banlieues nord, et les jeunes qui sont tués, c'est bien parce que ceux-là, effectivement, ils sont ceux qui font l'intérieur. Il y a 100 000 euros par jour, d'après les estimations, de cash qui est amené dans les quartiers nord de Marseille pour acheter de la dope. C'est-à-dire qu'en gros, on vient de Grenoble, de Lyon, c'est le grand hub du sud français, puis il y a la Seine-Saint-Denis au nord. Donc je veux dire, là, on a un problème énorme. Mais je ne crois pas à l'éradication de la drogue. J'aimerais bien, attendez, j'en consomme pas, c'est pas ça, je serais pour, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, regarde voir ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'ils font au Portugal. Je pense que tant qu'on ne résoudra pas ça, dans certains quartiers populaires, on a un adversaire considérable. Alors voilà, c'est pour. Et quand vous regardez l'affaire politique, une des affaires politiques marseillaises en ce moment, où il y a un élu qui est poursuivi pour avoir détourné 700 000 euros sur 5 ans pour arroser les quartiers. Une semaine d'argent de la drogue. On n'est pas au niveau. Je veux dire, au-delà de la morale, au-delà de tout ça, c'est plus à l'échelle. Donc on n'est pas dans la bonne chose. Donc c'est pour dire Marseille, il y a ça aussi. Et puis on est Marseille, capitale européenne de la culture, et on a transformé la ville. C'est-à-dire, on a fait ce qu'on sait tous faire, c'est-à-dire transformer la ville bobo pour la rendre confortable. Et ça, on sait le faire. Faire un centre-ville, ou si vous voulez, au fond, la ville nouvelle, la ville moderne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Haussmann plus le Club Med dans chacun de nos logements, avec une terrasse, un point d'eau, etc., et dans chacune de nos villes. Et le centre-ville, on diminue la voiture, on augmente la marche à pied, on met des monuments, on développe le vélo, et ça, au fond, suivant les jours, on travaille, et on est en vacances ou à la retraite, etc. Et on sait faire ça. On sait le faire dans nos centres-villes. Au fond, à Marseille, c'est ce qu'on vient de faire avec Marseille, capitale de la culture, ce que Barcelone a fait il y a 30 ans, ce que Montpellier... On est les derniers. Bon, je ne dis pas sont les premiers, parce que... Mais après, qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers populaires? Qu'est-ce qu'on fait dans les périphéries urbaines? On ne sait pas. Bon, je tiens à le dire, parce que c'est ça qui est compliqué, parce que on n'a fait que rattraper le fait d'avoir un centre dont les gens soient fiers, y compris les gens des quartiers les plus défavorisés. Ce qu'avait d'ailleurs fait le maire Front National d'Orange quand il a été élu, et ça explique aussi sa réélection, c'est qu'effectivement, il a réalisé un urbanisme intelligent dans son centre-ville, et ça donne aux gens le sentiment d'avoir une ville qui avance. Alors là aussi, il faut être capable de regarder ce qui fait que les gens se font réélire. Voilà. Après, en termes culturels, le problème, c'est que le terreau, qui était très sous l'époque de Bigourou, il y avait eu la friche, il y avait eu un lieu très innovant, ils avaient fait beaucoup de choses, il y a eu une période très innovante.
Gaudin est un garçon plus traditionnel, pour dire les choses gentiment. Et donc, effectivement, ils sont 6 ou 7 à la culture, donc il n'y a pas d'adjoint. Enfin, je veux dire, il y a un... Bon. Donc, voilà, ça ne va pas se dynamiser. Par contre, je pense que Aix, parce que c'est toute la Provence, je pense que ce qui se passe à Aix est intéressant, parce qu'ils avaient une vraie politique, qui a de nous faire réfléchir aussi. On a eu le même problème avec Médecins. Médecins avaient créé une université, avaient fait de c'est-à-dire que, bon, Aix, c'est un peu la même chose. Ils ont presse locage, ils ont développé des choses, même s'ils n'ont pas forcément les financements. C'est quand même absurde d'avoir une tentative d'avoir 2 opéras à 25 minutes de voiture. Mais enfin bon, c'est pas possible. On ne sait pas financer ces choses-là. Mais ils font des choses. Le musée de peinture, etc. Arles, je pense que ça va aussi booster ce qui se passe avec les rencontres photos, Actes Sud, Harmonia Mundi, la création près de la gare du nouveau quartier culturel. Donc là, ça va, c'est-à-dire quand la manifestation comme Marseille 2013, parce que Marseille-Provence arrive sur un terreau qui est en mouvement, ça devient un accélérateur de centres d'intérêt. Je pense que Arles et Aix, de ce point de vue-là, sont intéressants. Marseille, ça va se jouer sur la métropole. C'est-à-dire si effectivement derrière, on arrive à créer la métropole, on se racontera qu'on a eu Marseille 2013 et que l'année d'après, on a enfin fait la métropole dont on avait besoin depuis 40 ans. Et donc, au fond, ça apparaîtra comme lié, ce qui n'est pas vrai, en fait. Mais c'est un peu vrai parce que Marseille 2013, ça a été porté par le patronat, ça a été porté par la Chambre de commerce, ça a été porté par l'ancien patron d'Orangina. Les élus ont suivi le monde économique. Ce n'est pas le monde politique qui a porté Marseille 2013, c'est le monde économique. Oui, moi je souhaitais savoir, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Nîmes par rapport à tout ce que vous avez dit sur les autres villes? Au niveau sociologique, je l'entends. Je suis toujours très prudent pour faire des analyses à l'emporte-pièce sur les territoires où je vais. Je dirais juste une chose. Je dirais que la question du delta est un problème qu'on ne sait pas résoudre pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas que Nîmes, il y a Montpellier, il y a Valence, il y a Montélimar, il y a Avignon. Il y a Arles. C'est-à-dire, on a la dynamique, si vous voulez, de la nouvelle économie qui associe tourisme, retraite, high-tech, université. Bon, on a des modèles qui fonctionnent plus ou moins bien à Aix-Marseille, mais on voit bien que c'est quand même extrêmement puissant, qui fonctionne à Montpellier, c'est petit, mais c'est très créatif, qui fonctionne bien à Sophia Antipolis, à Toulouse. Bon. Et au milieu, on a une situation de fragmentation qui est très ancienne, qui est une frontière qui a des centaines d'années, qui est entre la Provence et la France, hein, donc c'est une histoire extrêmement ancienne, qui est entre les villes qui avaient des couleurs religieuses différentes. On avait des cultures de travail, vous savez que souvent c'était les Nîmois qui finançaient les bateaux des Marseillais, parce que c'est pas nous qui avions le capital, c'était souvent les Nîmois, ou d'ailleurs les gens d'Avignon, mais c'était des catholiques, là, enfin c'était quasiment des prêtres, enfin quasiment, pas quasiment, tout à fait. Et donc on était là dans des alliances économiques. Bon. Je pense, si vous voulez, que si Nîmes avait été rattaché à la Provence, ça aurait eu beaucoup plus de sens. Et que le découpage des régions est un peu une absurdité. Et qu'effectivement, historiquement, économiquement, culturellement, autant, si vous voulez, on a fait des régions trop petites et on a créé plus de concurrence qu'on aurait pu créer de dynamisme. Non. De même que, bon, il est clair que Toulouse, Bordeaux, et au fond, cette Occitanie, elle a des formes culturelles, des traditions et peut-être des puissances qu'elle aurait pu développer davantage. Donc ça, c'est une première remarque, mais je pense qu'on aura du mal à y toucher, parce qu'on est très très loin de trouver un grand politique qui a décidé de réformer le territoire politique. On n'a pas ça en portefeuille depuis très très longtemps. On a eu De Gaulle, mais je m'excuse, mais c'est le référendum de 69, mais on a tous voté contre pour d'autres raisons. On n'avait même pas lu d'ailleurs, on était contre parce qu'on voulait qu'il s'en aille. Donc voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours été absolument consterné que la gare TGV entre Nîmes et Avignon ne soit pas entre les deux. Et qu'on est allé faire cette gare à Avignon, quand il y avait des discussions. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé les uns par rapport aux autres. Alors que le TGV aurait pu être un articulateur de territoire. Et évidemment, la gare d'Avignon aurait dû être de l'autre côté du Rhône. Et elle aurait dû être une gare cadencée où les trains qui allaient à Nice et les trains qui allaient en Espagne, évidemment, étaient cadencés sur la même gare. Et il est clair que là, il y a eu des refus politiques de travailler ensemble et qui pèsent beaucoup. Après, il y a aussi le fait que l'État gaulliste ayant choisi le développement de Montpellier, ça a anémié la région pendant une période. Tout ça, ça existe, mais ça a existé. Mais l'enjeu à l'époque, c'était de reconquérir une position en Méditerranée. Donc, si vous voulez, après la guerre d'Algérie, on a construit le port de Fos et on a joué Montpellier pour tenter de retrouver des bases économiques en Méditerranée, puisqu'on avait perdu des bases politiques. Donc tout ça, c'est des grandes stratégies. On peut en tirer les conséquences après, mais elles avaient un certain sens. Donc Nîmes est pris dans toutes ces contradictions. La ville de Nîmes elle-même, je ne vais surtout pas en parler parce que je la connais très mal, mais ces éléments stratégiques font qu'il y a un réseau de villes au niveau du delta
Et je pense que ce réseau de villes a des choses à faire en commun. Et je pense en plus que ce réseau de villes, il a des choses à faire avec Lyon. La grande ville qui est en train d'émerger dans le sud français, c'est Lyon. La grande ville du XXIe siècle, c'est Lyon. Il y a là un hub absolument extraordinaire. Quand vous regardez ce que fait la SNCF, par exemple, elle vient de louer 50 000 m² à Lyon pour toutes ses compétences. Vous regardez les militaires, ils ont la même stratégie. Lyon tente d'être un Milan français. Il y a là une tentative, la logique métropolitaine. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est rigolo, j'avais fait une grande enquête sur les lycéens lyonnais il y a une vingtaine d'années. Et c'était marrant, on leur faisait dessiner leur région. Ils mettaient toujours le sud ici dans leur région. Parce qu'ils y viennent tout le temps. Et ils ne comprenaient pas que ce n'était pas la région Rhône-Alpes. Et pour eux, Arles, c'était la région Rhône-Alpes, comme la Savoie d'ailleurs. Et donc, ils avaient là une vision de leur territoire qui était très différente. Donc voilà, je dis ça juste comme ça, mais je pense, si vous voulez, que Marseille et Montpellier ne s'intéresseront pas au pays, parce qu'ils ont d'autres enjeux, ils ont déjà des problèmes. Par contre, Lyon peut s'intéresser à son sud. Donc je dis ça comme ça, de manière un peu légère, et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je pense quand même que partout en Europe, les Nords s'intéressent à leur sud, qu'on fait des grands discours sur l'arc latin, l'arc atlantique. Moi, je ne crois pas trop aux arcs, je crois aux complémentarités nord-sud. Il me semble que c'est ça qu'on voit beaucoup, avec le modèle niçois bâti sur un type de lien, le modèle exo-marseillais très bâti effectivement d'ailleurs sur le lien avec Lyon qui est très important, qui pourrait l'être beaucoup plus. Donc voilà, tout ça, je dirais que voilà, c'est que des éléments un peu géostratégiques, mais je ne veux surtout pas rentrer dans la ville de Lyon que vous connaissez, de Nîmes que vous connaissez 10 fois mieux que moi. Je suis Pascal Bézard, je travaille au CAE du Gard. Et vous avez été conseiller auprès de responsables politiques, et donc là, on a vu que vous aviez atteint certains objectifs. Je voulais savoir, de manière générale, quelle était, selon vous, la capacité du sociologue à influencer le politique. C'est compliqué parce que, si vous voulez, c'est vrai que depuis un certain temps, bon, quand on est, comme moi, en plus chez Sciences Po Paris, tout ça, bon, on a une certaine influence médiatique. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on connaît les grands politiques. Bon, on connaît, ils connaissent plus ou moins nos travaux, etc. Alors, je veux dire deux choses. En ce moment, l'endroit où il y a une immense curiosité, c'est dans les grandes entreprises. C'est une chose tout à fait nouvelle. Depuis quelques années, là où vraiment on cherche à penser le changement du monde, c'est dans les très grandes entreprises. Et les réunions que j'ai les plus intéressantes, c'est avec les directions de Vinci, de Bouygues, de Total, tout ça. C'est incroyable le temps qu'ils passent à rencontrer les intellectuels, dans les conseils d'administration, à discuter avec nous, à vouloir qu'on leur explique le monde, à vouloir refaire leur stratégie. C'est l'endroit où on pense vraiment le changement, et on essaye de s'y adapter en ce moment, ce sont les grandes firmes. Très très net. Alors il y en a qui sont lamentables comme les firmes automobiles, il y en a qui sont un peu en difficulté comme la SNCF, mais ils essayent quand même. Bon. Mais les grandes firmes privées, je trouve que là il y a une vraie curiosité qui est très forte et qu'il faut dire, voilà, et moi je sais que je travaille beaucoup avec eux parce qu'ils me le demandent, hein, mais je veux dire, c'est pas un choix idéologique, c'est qu'ils ont une vraie curiosité. C'est-à-dire ils ont compris que s'ils ne s'adaptaient pas, ils ne suivaient pas le mouvement du monde. Le monde politique, c'est très différent. Parce que, comment dire, vous savez, la réaction, c'est de dire, j'ai eu ça quand à la métropole de Marseille, où on a fait avec certains amis universitaires, chefs d'entreprise, président d'université, président du port, enfin tous ces milieux économiques, une grande pétition sur la métropole et tout. Vous voyez, la ministre, on lui a envoyé et tout, elle nous a pas reçus. Et elle a dit au préfet, oh, mais Vierge, je le connais, c'est un intello, il est un peu excessif, c'est pas la peine que je le reçoive. C'est-à-dire, on est dans cette relation, soi-disant, de copinage un peu, et du coup, il y a moins d'écoute. Donc c'est aussi parce que c'est compliqué pour les politiques, parce que si vous voulez, ils sont élus d'un système, ils sont aussi intelligents que nous, ils connaissent, ils entendent ce que je dis. Ils entendent, j'en ai discuté avec les uns et les autres, ils entendent tout à fait, ils lisent, tout ça. Mais par exemple, je vais vous dire un exemple. Quand je vais dans une grande entreprise, dans un conseil d'administration, tous les gens ont reçu mon livre avant, tous. L'entreprise en a acheté 200, elle les a offerts à tout le monde, pour qu'ils m'entendent, mais qu'ils me lisent, etc. Ça n'arrive jamais quand c'est une collectivité locale. Je leur dis, mais attendez, c'est pas pour le prix. Je dis, mais pensez à construire, qu'est-ce que vous avez lu? Je dis souvent aux élus, c'est quoi l'essai que vous avez lu cette année? Ben, ils n'en ont pas lu. Et si vous voulez, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un décalage entre la rapidité du déclenchement social et notre système de sélection des politiques. Et c'est vrai que, alors on est content de les connaître, ils sont contents de nous connaître, en plus on passe au poste et tout, on donne des avis sur ce qu'ils font, donc on est dans des rapports toujours un peu difficiles, parce que évidemment, comme on donne notre opinion dans les médias, ben, ils préfèrent qu'on soit amis avec eux, parce que bon. Mais ça, c'est de la com', c'est pas de la réflexion. Mais disons qu'il y a un vrai décalage. Tout simplement parce que nos partis politiques sont bâtis sur le canton et sur le département. Même le parti qui a porté la décentralisation ne s'est pas régionalisé. Donc, je veux dire, bon, ça veut dire que le système politique est construit sur un territoire historique
qui a des valeurs, qui a été issu de la République, issu de la Révolution, etc. Je ne le nie pas du tout, et qui a un décalage gigantesque. Et là, la France est plus conservatrice que les autres. Et vous savez, dans les problèmes qu'on connaît actuellement, ça joue beaucoup. Quand vous voyez même que l'Italie est capable de retoucher sa carte politique, etc. Je dis l'Italie quand même parce qu'aussi ils ont un système compliqué, etc. Je pense que là-dessus, c'est un peu décevant pour dire les choses en termes d'effet. Mais ils sont curieux. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Jacques Smets et bon, je suis un petit peu l'archétype des retraités. J'ai quitté Paris. Par contre, j'ai des enfants mondialisés. Californie, Australie et La Réunion. Voilà. Donc j'ai un scénic, mais il n'y a pas souvent les enfants dedans. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Vous nous avez ouvert des tas de pistes de réflexion. Concernant les hommes politiques, moi, ma réflexion personnelle, c'est que leur horizon, c'est quand même l'élection d'après. Et c'est jamais très loin. Alors que dans les grandes entreprises, comme Total, Total, il réfléchit à l'après-pétrole. Son horizon, c'est 30 ans, c'est 50 ans. Voilà, ça c'est une réflexion. Deuxièmement, concernant Nîmes, moi, vos réflexions m'ont amené à deux constats. Premièrement, la région a encouragé le transport ferroviaire entre Nîmes et sa plage la plus proche, qui est le Gros du Roi, avec un billet à 1 euro. Alors, grosse augmentation de la fréquentation. Ah oui, mais c'est pas ceux qu'on souhaitait qui prennent le train. Donc, c'est une espèce d'effet pervers de développement de la mobilité, enfin, effet pervers pour juger par certains. Non, on était mieux quand les gens ne venaient pas par le train. Deuxièmement, deuxième mode de transport à Nîmes, un peu plus proche, c'est ce qu'on appelle ici le trambus. Enfin, c'est un bus articulé déguisé en tramway. En site propre, il est très bien, hein, mais il ne dessert aucun quartier populaire. Et voilà je le voyais moins clairement avant votre exposé. Sur les politiques, c'est compliqué parce que, juste, je ne veux pas être trop sévère non plus, si vous voulez. Moi, si j'ai accepté de me faire élire dans une ville où la politique est particulièrement difficile, et où, être élu à Marseille, pour mon CV, c'est pas vraiment un plus. Hein. On me dit, ah, mais tu as été élu à Guérini et tout, tu as travaillé avec Tapi. C'est sûr que, pour un type de Sciences Po Paris, c'est pas ce qu'il y a de plus chic, quoi. En même temps, ça fait, il est bizarre, mais quand même, Mais enfin, c'est pas ça. Mais en même temps, les musulmans, c'est pas un élu musulman en France, mais enfin, les quartiers, Samia Ghali a été élue dans les quartiers nord, elle est sénatrice de Marseille, je pense que c'était quand même bien, et puis je suis arrivé je crois, à porter le projet centre-ville, et tout le monde a suivi, et puis si vous voulez, quand vous êtes dans un conseil municipal comme Marseille, quand je prends la parole, je suis un peu traître, mais personne ne me contredit parce que j'interviens que sur mes sujets. Donc, je veux dire, je les cossède bien. Donc, c'est pour ça que, on peut faire un certain nombre de choses si on prend aussi la peine de mettre un pied là-dedans et de considérer que dans une démocratie, passer quelques années de notre vie dans la démocratie politique, c'est bien. Alors que c'est pas évident. Il y a plein de gens qui veulent pas. Et je pense que ça, je voudrais le dire quand même, parce que ça me semble la règle du jeu, quoi. D'être passer du temps à être élu ou à travailler d'une force politique, ça me semble, même si c'est pas toujours bien vu, nécessaire. Après, la deuxième chose sur ce que vous avez dit, j'entends bien. Vous savez, à Marseille, quand Gaston Defferre a fait les plages dans les quartiers sud, en réalité, c'est parce qu'il ne savait pas quoi faire de la terre parce qu'à Marseille, la grande réalisation de Defferre à Marseille, c'est les égouts et le début du métro. Et le grand problème, c'était qu'est-ce qu'on fait des déblais. C'est le gros problème qu'ils ont à Paris. S'ils font vraiment leur truc, ils ne savent pas quoi faire de la terre. Et donc, toute l'idée qu'on a eue, c'est de l'acheter dans la mer. Et c'est comme ça qu'on a fait les plages du Sud à Marseille. C'était pour utiliser les déblais. Et donc, ça a fait les plages du Sud. Et au début, effectivement, ils avaient mis des bus qui allaient des quartiers nord aux plages du Sud. Et les gens ont dit, oui, mais alors maintenant, les plages du Sud, c'est pour les gosses
Il faut dire les choses comme elles sont, qui sont plus bronzés que la moyenne des populations des quartiers sud. Donc c'est des problèmes qu'on a partout. À Marseille, du coup, ils ont fait d'ailleurs des plages dans les quartiers nord, ce qui était quand même la moindre des choses, que dans les quartiers où il y a 92 000 gamins, on se débrouille pour faire des plages du côté de l'Estac, parce que c'était quand même la moindre des choses que ces enfants qui ont déjà pas beaucoup de choses puissent au moins aller se baigner. Et d'ailleurs, ces plages marchent extrêmement bien, mais elles sont beaucoup plus petites que les plages du Sud. C'est des problèmes qu'on a partout. Notre société est une société en grande partie ségrégée. Et si vous voulez, et je pense que le rôle du politique, c'est de mettre de la respiration. C'est-à-dire qu'il faut effectivement mettre un peu plus de population aisée dans les quartiers de difficulté, un peu plus de gens de HLM dans les quartiers sociaux. Il faut faire la loi des HLM, je ne pense pas par ville, mais par quartier. Vous voyez, à Marseille, ça n'a pas de sens de faire des HLM 20%. Ils sont tous au même endroit. Mais alors, la question, c'est comment on veut 20% dans l'ensemble des arrondissements, qu'on descende, parce que sinon, on est dans les quotas. Et donc, on a des quartiers où il n'y a que des HLM, notamment autour des quartiers nord. Et puis des quartiers où il n'y en a pas. Et les gens vous disent, ah, on est dans les quotas. C'est idiot. Ce qui compte, c'est la diversité réelle de la ville, tout en n'étant pas naïf sur le fait que chaque groupe se structure par affinité. Et que c'est vrai aussi. Donc le problème, c'est, en France, on a trop fait comme si on n'était pas aussi membre de communauté. Moi, je pense, si vous voulez, que la société moderne est une société où nous sommes multi-appartenants, où nous jouons avec nos identités en permanence. Et effectivement, les gens, quand ils arrivent dans un territoire, le fait qu'ils se ressemblent, c'est aussi un critère d'association, etc. Il y a aussi des voisinages. La question, c'est comment on empêche ce communautarisme de faire des ghettos. C'est ça la question, c'est comment on empêche ça. Et si vous voulez, c'est là où Marseille est une ville intéressante, parce que, historiquement, chaque communauté a son quartier. Mempenti, c'est le quartier des Italiens. Beaumont, c'est le quartier des Arméniens. Mais la plupart des Italiens n'ont jamais habité à Mempenti et la plupart des Arméniens n'ont jamais habité à Beaumont. C'est-à-dire ils ont des quartiers symboliques, mais après, ils sont dans toute la ville. Donc, on n'a pas des ghettos. Bon, et c'est ça la question quand on fait des politiques publiques, c'est de savoir gérer ces choses-là. Et c'est pas facile parce que c'est de la souplesse, ça peut pas être tout dit. Moi, je pense que la transparence n'est pas une chose valable en soi tout le temps. Une société, c'est opaque. Et moi, je suis très réservé sur les discours de transparence, de justice, oui, mais pas de transparence, c'est pas la même chose. Parce que la ville, ça se construit comme ça en permanence, et il y a des flux qui arrivent. Prenez Marseille. On a récupéré 50 000 Comoriens au moment de l'indépendance des Comores. Trouvez-moi une ville française où vous pouvez mettre 50 000 Noirs quand il n'y a pas un Noir, parce que Marseille n'avait aucun rapport avec l'Afrique noire. L'Afrique noire a des liens avec Bordeaux, avec Nantes, enfin des liens, c'est pas les Africains qui les ont choisis, mais il y avait des liens comme ça. À Marseille, non. Il y avait un lien méditerranéen. L'indépendance des Comores, le Front National en a tué 2. Il y a eu 2 jeunes Comoriens tués par le Front National 2 fois de suite. Mais en même temps, on trouve une seule ville de France où vous pouvez amener 50 000 Comoriens, et en gros, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Ça se passe comme d'habitude à Marseille, quoi. Ça fonctionne. Si je vous mets 50 000 Comoriens à Nîmes, je ne sais pas comment vous allez réagir. Donc voilà, et si je les mets à Neuilly, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est ça aussi, une machine, et c'est le rôle de ces villes de savoir effectivement faire ce type de fonctionnement. Mais après, bon voilà, dans une ville comme Marseille, il manque d'abord 100 000 emplois privés, si on veut être direct. Et il manque d'abord une bourgeoisie qui développe l'économie. Et le problème des villes, c'est quand même d'avoir des bourgeoisies entrepreneuriales appuyées sur des savoirs et des compétences. Quand à Marseille, on a des commerçants, et ce qui nous manque, c'est des bourgeoisies entrepreneuriales. Mais chaque ville est là différente. Montpellier a une bourgeoisie historique, pour des raisons liées à la médecine, le rapport entre vignobles et médecine, etc. Donc chaque ville, là, est différente. Et je pense, si vous voulez, qu'il faut extraordinairement étudier les villes. Elles sont différentes. Ce n'est pas le même modèle de développement. Regardez Lyon. 70% des Lyonnais sont nés à Lyon. Alors que 70% des Montpelliérains ne sont pas nés à Montpellier. Je crois que c'est à peu près ça le chiffre. Donc les villes françaises ont l'air d'être à côté, mais en fait, elles sont très différentes. Et pour leur donner de la force, il faut les regarder de manière géostratégique, mais il faut aussi les regarder dans ce qu'elles portent réellement. Et c'est pour ça que je ne fais pas des trucs rapides sur Nîmes, parce que ça nécessiterait une compréhension de tous ces éléments, et notamment la place des bourgeoisies urbaines, qui sont quand même un des moteurs du développement. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, un grand merci, Monsieur Viard. Merci à vous.